Ok, ok. J'ai peut-être trouvé ce qu'on va regarder, attendez. Euh, Vas-y, on tente celui-là. C'est assez fou à quel point une histoire qui n'a d'apparence rien de très intéressant peut prendre des proportions complètement passionnantes. Il y a des énigmes et des mystères sur internet qui finissent par m'obséder alors que je connais absolument rien sur le sujet. Mais on finit par tomber sur des personnes à qui certaines histoires tiennent tellement à Donc cœur là, qu'on se retrouve embarqué. hop, on est en train de regarder la vidéo de Dalen sur YouTube. Et je vous dis pas le titre, mais je pense que vous avez pu le voir. Hein. Le sombre secret de Monster Hunter. On va voir de quoi ça Spectateur parle. d'une aventure qui démarre d'un tout petit indice. Et justement, je suis tombé sur un mystère qui est probablement un de ceux qui m'a le plus passionné dans l'histoire du jeu vidéo. C'est le mystère qui se nomme l'EDW et qui gravite autour d'une de mes licences préférées, Monster Hunter. Ce qui rend ce mystère quasiment obsessionnel, c'est que tout pointe vers des choses qui semblent complètement évidentes. Et pourtant, on n'a aucune preuve qui permette de prouver que c'est vrai. Ça, c'est dû à la manière un peu particulière que Capcom, donc le studio qui a créé cette licence, a de développer l'histoire de son jeu. Vous voyez ce croquis de dragon? C'est notre fameux EDW. C'est une création faite par l'homme, et s'il s'avère qu'elle a vraiment existé, c'est une preuve qui définirait l'origine de l'histoire du jeu, la genèse du conflit entre les dragons et les humains. Donc en d'autres mots, ça expliquerait le fil rouge d'une licence entière sur l'intégralité des Monster Hunter. En fait, ça donnerait une réponse à plein de théories, ça permettrait enfin que tout le monde puisse s'accorder sur une seule vérité, et tout ça après 21 ans d'existence. Ce qui est amusant pour nous dans cette histoire, mais qui est vu comme un problème par les personnes qui s'acharnent sur le mystère, c'est que Capcom a l'air de prendre du plaisir à entretenir cette légende. Les développeurs placent quelques indices qui vont apparaître assez discrètement, histoire de raviver la flamme de cette légende et montrer qu'elle a peut-être existé, et ensuite ils disparaissent dans les ombres pour laisser un contexte qui est toujours très flou, sans donner aucune preuve. Ok, d'un côté, Capcom s'amuse à semer le doute et on n'a pas de preuves évidentes. Mais vous connaissez l'acharnement dont sont capables les humains quand on parle d'un mystère qui n'a jamais été élucidé. Et bah c'est précisément ce qui s'est passé au sein de la communauté Monster Hunter. J'ai donc enfilé ma plus belle casquette d'enquêteur pour vous raconter l'énigme du plus grand mystère de Monster Hunter. Tu connaissais toi du coup, Cross, cette histoire? Pour bien commencer cette enquête, même si vous n'avez jamais joué à Monster Hunter, sachez que vous pourrez suivre l'histoire sans aucun souci. Même en tant que fan, on a tendance à tartiner des dragons à la chaîne, mais on sait jamais trop pourquoi faut les bousiller. Donc pour que tout le monde puisse bien suivre, je m'occuperai de donner le contexte quand c'est nécessaire. Tout à fait vrai ce qu'il vient de dire. Hein. Dans l'univers de Monster Hunter, il y a une cohabitation entre les humains et les monstres qui se déclinent sous tout un tas d'espèces, et l'une des espèces les plus puissantes sont les dragons. Le problème de cette cohabitation, c'est... En gros, c'est une idée de Capcom avait pour créer un monstre artificiel à partir des dragons anciens. Okay. qu'elle n'a pas toujours reposé sur des bases saines et que pendant longtemps, ça s'appuyait surtout sur un rapport de force. Si les dragons s'attaquent aux humains, il y aura des représailles, l'inverse est tout aussi vrai, donc chacun vivait dans son coin sans trop s'accorder de l'attention. Malheureusement, cette cohabitation s'est envenimée avec le temps jusqu'à arriver petit à petit à une grande guerre entre les dragons et les humains. D'accord, donc tout vient de là. Toutes les archives dont on dispose n'expliquent pas clairement et pourquoi s'est déclenchée cette guerre. En revanche, ce qu'on sait, c'est que cet événement existe et la licence nous le confirme à de multiples reprises, que ce soit dans les archives ou dans les discussions avec les personnages qu'on rencontre. Quand on base une relation de paix sur un rapport de force, tout va devenir un immense problème lorsque cet équilibre va être rompu. Et dans notre cas, un ou plusieurs humains face à un seul dragon, c'est complètement gérable, notamment grâce à leur armement et à leur technologie. Mais si on parle d'une armée de dragons face aux humains, le rapport de force, c'est pas du tout le même. C'est ce à quoi a dû faire face l'humanité durant cette grande guerre, et l'enjeu en question, c'est... Et ce serait cette théorie qui aurait donné le Zoashia, le boss final de Wild. Ah ouais? Ok. Et le Zoashia aurait sûrement été créé à partir d'un Fatalis blanc.
c'est qu'en cas de défaite ah oui, du coup, ok. Donc, ça peut vouloir dire fin c'est une de histoire l'espèce qui a l'air d'être connue. Moi, je découvrais ça, du coup. Autour de Monster Hunter. Une abomination totale, une horreur biomécanique qui est née de l'affreuse ingéniosité humaine quand elle est poussée dans ses retranchements. On parle d'une création dont l'objectif est simple, être capable de rivaliser avec la force des dragons les plus puissants. Et jusque-là, les créations d'armes étaient faites à partir de ressources draconiques. On utilisait leurs griffes, leurs écailles et quelques éléments qui étaient collectés lors des dépeçages. Et c'est à partir de ça qu'on pouvait créer des épées, des katanas et des arcs, particulièrement puissants certes, mais jamais autant qu'un dragon. La fameuse fonderie. Et quand on y réfléchit, quoi de plus puissant qu'un dragon pour affronter un autre dragon ? Mais le problème qui fait que cette arme est une horreur absolue, c'est que ici on parle pas d'en apprivoiser et de les élever aux côtés des humains. Déjà ça semble quasiment impossible, et puis même si c'était le cas, ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc pour créer cette arme, les humains ont capturé des dragons vivants, ils les ont sectionnés, découpés, transformés, et l'objectif était d'assembler leur chair en utilisant les morceaux les plus puissants de chaque espèce pour créer l'abomination qui prendra le nom de Equal Dragon Weapon. Au secours. Au secours, hein. Là, la stratégie au secours. Hein. L'image que vous voyez là, c'est la seule image connue à ce jour de cette arme. On n'a jamais eu aucune autre mention de son existence, et c'est là toute l'ampleur du dilemme. C'est un élément qui existe dans l'univers de Monster Hunter, parce que ça provient d'un livre officiel sorti par Capcom en 2011. Le problème qui est à l'origine de tous ces débats assez conflictuels sur internet, c'est que cette preuve, c'est simplement le croquis d'un monstre qui est réalisé par Capcom. Et le livre en question, c'est simplement un artbook qui condense tout un tas d'idées que Capcom avait eues pour la licence. Et alors lui avec sa grosse langue là. Du coup, tu as l'état de théorie sur le Zoachia, le Fatalis blanc et la Diva. Diva que je ne connais pas. Genre le boss final du DLC de Wall serait sûrement un Fatalis blanc, voire pire. Ah ouais. D'ailleurs, c'est même précisé dans la description du croquis que c'est une arme construite par les anciens à partir de restes de dragons utilisés lors de la Grande Guerre. Son existence n'est pas confirmée et elle est considérée comme une légende. Et à raison, parce qu'on n'a jamais eu aucune mention de cette arme dans aucun opus Monster Hunter en 21 ans d'existence. Vous comprenez donc un peu mieux l'enjeu et pourquoi il y a autant de réticence à valider cette théorie, parce que si on étudie cette histoire à la loupe, il n'y a pas d'éléments tangibles. Donc avec une base aussi bancale, est-ce qu'on est en droit de croire que cette arme a vraiment existé, qu'elle a décimé les dragons, et donc une des raisons pour laquelle les villes humaines sont attaquées depuis des millénaires, ce serait cette abomination ? Si oui, est-ce qu'elle a déclenché la Grande Guerre des Dragons, ou est-ce qu'elle a été créée pendant la Grande Guerre justement pour rivaliser face à la menace qui planait sur l'humanité ? À quel point elle a été efficace et donc combien de dragons elle a éliminé ? On a quelques rumeurs qui parlent d'un massacre tellement important que ça a propagé de manière éternelle la haine des dragons envers les humains, mais encore une fois, aucune confirmation quand on regarde précisément ce qui s'est passé pendant cette guerre. Et elle est peut-être justement là la faille. Il y a certains fans qui se sont interrogés sur le sujet en l'abordant sous un angle qui est complètement différent. L'angle de recherche envisagé, c'est de s'intéresser à comment Capcom construit ses histoires et va propager ses légendes. Et c'est une réussite parce qu'avec ce regard-là, on tient notre première piste. Légende du Fatalis. Pour comprendre en quoi cette théorie est intéressante, faut s'intéresser à la manière dont Capcom aime raconter ses histoires et entretenir ses légendes. Dans leurs recherches, les fans se sont intéressés au monstre le plus puissant de la licence parce que son histoire a été introduite à l'univers du jeu d'une manière plus qu'intrigante. Je parle bien sûr du Fatalis. C'est juste que pour l'instant, le Zoachia a été créé pour repousser un dragon ancien, noir, très puissant. Ok. C'est un dragon noir qui a été introduit dans le premier opus de Monster Hunter en 2004. Et contrairement à l'Equal Dragon Weapon, sa légende n'a pas été introduite via les archives externes au jeu puisqu'il fait son apparition à la fin du premier opus. Mais ce qui nous intéresse justement, c'est la manière dont il a été introduit. Parce que le monstre n'apparaît dans aucun trailer du jeu, il n'a aucune icône de chasse contrairement aux autres espèces qui sont décrites sous forme de croquis, et étonnamment son nom n'est jamais mentionné explicitement par les personnages à qui l'on parle. Jamais. Ce qui est encore plus étrange, c'est que son contrat de chasse n'existe pas de base dans le jeu. En fait, il apparaît selon des conditions que personne n'a pu définir encore aujourd'hui. Alors il y a une condition dont on est certain, c'est qu'il ne peut apparaître que pour les joueurs qui chassent sur le mode en ligne de Monster Hunter. Et on parle d'un mode en ligne sur PlayStation 2 en 2004. Donc la chasse du Fatalis, c'était pas un contrat très commun parmi les premiers chasseurs.
Les quelques archives non officielles du jeu qu'on peut retrouver aujourd'hui expliquent quelques pistes pour essayer de le faire apparaître. Le point commun, ça semble d'être de chasser en grand volume des dragons histoire de le faire intervenir. Il y en a certains qui mentionnent des chasses spécifiques, il faut 50 Rathalos et 50 Rathians. Il y en a d'autres qui parlent de chasser 200 dragons, peu importe lesquels. Il y en a certains qui parlent de s'attaquer à des dragons anciens, mais bref, il n'existe pas de liste précise pour réussir à faire apparaître cette quête. Et c'est justement ce détail qui commence à bâtir toute la légende du Fatalis. On parle d'un dragon dont le nom n'est jamais vu dans les vidéos du jeu, jamais mentionné par les personnages, les seules allusions faites par les PNJ c'est des histoires racontées comme des légendes qui n'existent pas vraiment, et dont le contrat n'est apparu que pour une très petite minorité de chasseurs sans vraiment savoir quoi faire pour l'obtenir. Tout ça je vous le rappelle en 2004, donc pour apporter des preuves visuelles que si le Fatalis existe bien, c'était pas évident. Il n'y avait pas de let's play complet sur YouTube à l'époque, parce que YouTube existait même pas en fait. Donc difficile de faire comprendre avec évidence que cette chasse existe bel et bien. Ce qui fait que son existence s'est répandue comme une rumeur entre les joueurs qui en parlaient entre eux, qui l'expliquaient sur les forums et qui tentaient d'accompagner les autres joueurs pour qu'ils puissent débloquer la chasse de ce dragon. Il y avait évidemment des personnes qui ont tout donné pour le rencontrer, mais il y en a aussi plein qui ne sont pas allés au bout de ces centaines de chasses. Parce que imaginez le contexte, il y a votre pote Gérard qui vous dit « Mais si, c'est qu'il faut tuer 200 Rathalos, j'en suis sûr !» Et en fait c'était pas un Rathalos, mais c'était une déclinaison qu'il fallait avoir. Je sais pas vous, mais perso je repars pas sur 200 chasses, hein. Je pars du principe que Gérard s'est terminé le cornet au PNU. Mais c'est dans ce contexte que la légende du Fatalis est rentrée par une porte qui est très discrète dans l'univers de Monster Hunter. Et par la suite, Capcom a fait le choix d'étoffer cette légende petit à petit, avec des apparitions qui sont beaucoup plus évidentes et qui viennent avec leur lot d'explications ajoutées au fur et à mesure des opus. Ils vont préciser par exemple dans les archives que ce dragon noir serait né de la haine des dragons envers les humains, qu'il est immortel, qu'il apparaît de manière cyclique lorsque l'humanité adopte un comportement dangereux vis-à-vis des dragons, qu'il renforce ses écailles en faisant fondre sur lui les chasseurs qu'il a vaincus au combat, et c'est que des informations qui apparaissent assez discrètement. Par exemple, l'anecdote sur les écailles, on l'apprend dans l'opus Monster Hunter Freedom Unite qui apparaît en 2008. Et c'est glissé quelque part au milieu des archives, c'est pas tamponné au milieu de l'écran. Petit à petit, ces petites précisions ont donné vie à des légendes et des anecdotes qui se sont propagées au sein de la communauté. Parmi les plus connus, il y a certains fans qui expliquent que c'est pendant la Grande Guerre que le Fatalis aurait reçu son nom, Fatalis pour fatalité, parce qu'il a incarné la fin des prétentions humaines pour dominer les dragons. Il y en a d'autres qui propagent une rumeur que j'aime beaucoup qui dit que le mouvement de se mettre je savais pas qu'il y avait des dragons très glauques comme ça. Ça a rien de naturel au vu de son corps. Et s'il adopte cette attitude, c'est pour se moquer des humains. Il y a même une théorie qui est hyper intéressante qui explique comment le Fatalis peut voyager dans le temps. Mais là, ça fait des associations de trucs un peu techniques, où il faut connaître un peu le lore de Monster Hunter pour s'accrocher, donc je vous propose qu'on reste sur notre enquête. Ce qu'il faut retenir de ces dernières rumeurs, c'est qu'elles sont plausibles. Elles sont justifiées, mais elles ne sont jamais confirmées par Capcom. C'est donc une manière assez intéressante de tisser les trames de l'histoire du Fatalis, semer quelques graines et voir comment elles vont grandir au sein de la communauté. Mais si je vous explique cette histoire, c'est surtout que si cette manière de raconter les histoires fait partie de la franchise, ça peut vouloir dire que le DW est une légende qui existe, mais qui est racontée de... Attends, je sais plus qui c'est le Kizu. Il ressemble à quoi le Kizu déjà? Parce que dans les trucs vénères qu'on a rencontrés... Ouais, je sais plus. En même temps, t'as pas rencontré le Kizu. Ok. T'as oublié un mot. De manière encore plus ambitieuse que celle du Fatalis. On est bien que je me reconnaissais pas. Ok, on est donc sur une piste un peu floue, mais qui a le mérite de donner un petit peu d'espoir à cette légende. Il n'en faut pas plus à nos enquêteurs pour se motiver pour la suite, et donc en continuant les recherches autour du mythe du Fatalis, on peut s'arrêter sur un point en particulier. Les archives de Monster Hunter décrivent précisément ce dragon noir comme un dragon ancien né de la haine accumulée des dragons envers les humains lors de la Grande Guerre. Il y a même des fans qui ont trouvé un personnage dans Monster Hunter Iceborne, qui date de 2019, qui mentionne que le Fatalis est le symbole même de cette guerre oubliée. Ça confirme que la Grande Guerre a bel et bien existé, mais toujours pas de mention de l'EDW. La logique qui peut sauter aux yeux, c'est que pour accumuler autant de haine durant cette guerre, il y a généralement une atrocité qui se cache derrière tout ça. Et on peut difficilement faire plus atroce que mettre à son service des dragons vivants qu'on va charcuter pour en faire une arme à retourner contre ses congénères. Mais après ces discrètes révélations dans les archives par Capcom, on n'a toujours aucune confirmation de leur part. Avec le temps, la licence va gagner en popularité, les mythes et légendes qui sont de base que des rumeurs entre joueurs prennent de plus en plus d'ampleur, ce qui donne encore plus de poids à la triste réalité. Hormis ce qui est expliqué par Capcom, le reste ne sont que des suppositions qui viennent de notre imaginaire. On a envie d'y croire, mais on ne peut pas s'appuyer sur un croquis,
Et à partir de là, les fans ont sombré dans quelques années de silence de la part de Capcom. Jusqu'à ce qu'une grande nouvelle fasse son apparition 6 ans plus tard, l'arrivée de Monster Hunter Wilds. Ah. Du coup, c'est ce que tu disais, vu qu'on a découvert les monstres à la fin, là, ça relançait un peu le jeu, quoi. Enfin, la légende, peut-être. C'est un opus qui est particulièrement attendu parce qu'on sent que Capcom a vraiment mis le paquet sur les graphismes et le gameplay, un peu moins sur l'optimisation, mais bon. Surtout le dernier critère sur lequel Capcom nous a beaucoup surpris, c'est que c'est un opus qui pour la première fois se veut avec une histoire qui est riche et étoffée. En fait, elle apporte plein d'explications et de découvertes autour de la licence. L'aventure dans laquelle nous emmène ce dernier opus, c'est une quête dans laquelle on retrace l'histoire d'une civilisation perdue, celle des Wyverians. Ce qu'on apprend dans le jeu, c'est que cette civilisation avait des avancées technologiques vraiment prodigieuses. C'est probablement une des périodes les plus avancées de l'humanité. Ouais. Ce qui alimentait en énergie toute cette technologie, c'est la torche draconique, dont le principe était de canaliser la puissance des dragons pour la convertir en énergie, et c'est ce qui alimente avec suffisamment de puissance toute leur création. Dans ces créations, il y en a évidemment qui sont utilisées pour le bien-être de la population, d'autres sont utilisées comme des outils pour forger des armes et armures, mais ce qui nous intéresse le plus dans notre enquête, c'est comment ce peuple a créé ses défenses militaires. Et travailler sur de l'armement quand on a à disposition une source d'énergie aussi incroyable que la torche draconique, bah vous voyez sûrement où je veux en venir. La civilisation de Wyveria a été capable de créer ce qu'on appelle des gardiens, qui sont des monstres 100% artificiels, qui se nourrissent de l'énergie produite par la torche draconique et dont la fonction est de pouvoir servir les humains et de les protéger. Une création artificielle de dragon qui est destinée à protéger les humains. En apprenant une telle révélation, il y a plein de fans qui ont remis leur casquette d'inspecteur et beaucoup de joueurs ont cherché quels étaient les liens avec l'Equal Dragon Weapon, parce qu'on tient peut-être enfin la réponse. C'est là que quelques croquis ont fait leur apparition en racontant que le monstre sur la pochette de Monster Hunter, l'Argveld, est en fait le DW. L'Argveld ? C'est une création artificielle par les humains, une arme particulièrement puissante, et quand on regarde les croquis d'un peu plus près, il y a des similitudes au niveau du visage, particulièrement pour les cornes dont la disposition n'est pas vraiment habituelle pour la licence. On peut essayer de s'accrocher à cette théorie qui me semble un petit peu moins convaincante. S'ensuit quelques échanges un petit peu houleux de la communauté, notamment dans les commentaires de vidéos YouTube, et même si ça donne envie d'y croire, pour ma part, ça me semble un peu tiré par les cheveux. Ce qui me laisse penser que définitivement l'Argveld n'est pas l'arme qu'on recherche dans notre enquête, c'est qu'on apprend que ce monstre a bel et bien existé, mais qu'il a fini par disparaître. Et donc les Wyverians ont recréé cette espèce qui a bel et bien existé, mais ils n'ont pas créé leur propre dragon. Par contre, pour la ressemblance autour de la forme du visage et surtout des cornes, ça me semble loin d'être anodin et j'ai un peu envie de croire dans le fait que c'est un petit clin d'œil de la part des développeurs. Vrai ou pas vrai, dans mon livre, c'est une histoire qui me plaît. Mais la véritable découverte se trouve un peu plus tard dans l'aventure, lorsqu'on s'attaque à un des combats les plus cinématographiques de la licence, la bataille contre le mystérieux Zoshia. Le fameux. Lui, il est hyper stylé, hein. Jusque-là, on n'avait jamais entendu parler de ce dragon. Plus le combat avance, plus on va comprendre que c'est un dragon noir, et c'est d'ailleurs présenté d'une manière qui est particulièrement réussie, parce qu'il est enrobé dans une coquille qui lui donne des apparences plutôt angéliques, jusqu'à ce qu'on brise cette couche et qu'on découvre un dragon aux apparences bien plus infernales. Au-delà du spectacle que nous offre le combat, ce qui marque les joueurs habitués de la licence, c'est l'enchaînement de ces patterns qui leur disent quelque chose. Il y en a certains qui remarquent tout de suite que c'est des comportements qui font penser à plusieurs dragons qui sont particulièrement puissants dans l'univers de Monster Hunter. Je vous cite quelques noms très connus, mais on reconnaît des mouvements du Safi'jiiva, il y a quelques enchaînements plus tard où on remarque des mouvements qui sont propres au Shara Ishvalda, on voit une détonation qui semble ressembler à celle de l'Alatréon, jusqu'à arriver au coup le plus marquant du combat, le Zoshia adopte avec évidence des comportements qui sont propres aux Fatalis. Ah ouais? Rien ne certifie exactement comment ni avec quoi le Zoshia a été créé, mais si les Wyverians cherchaient à défendre leur peuple contre la menace du Fatalis, quoi de plus puissant qu'un Fatalis qu'on va fusionner avec les plus grands dragons de cet univers? Et même sans rien connaître au jeu, vous voyez aussi à l'image que ça semble évident et que ça ne peut pas être le fruit du hasard. Tu le ressens au combat, il a l'air de lutter contre lui-même? Ah ouais?
À ce point? Ah, c'est incroyable. C'est incroyable, les gars. Ça, je savais pas du tout. Donc si je résume, une des plus puissantes civilisations humaines, les Wyveriens, ont recréé des dragons artificiels pour les défendre contre les menaces qui planent en ce monde. Aucun gardien n'était suffisamment puissant pour les défendre en cas d'attaque contre le Fatalis, et donc ils ont cherché à créer le plus puissant des gardiens en s'inspirant de monstres ayant véritablement existé. Et ce qui a créé leur perte, c'est que le Zoshia a fini par se rebeller contre les humains, et il a cherché à absorber la puissance de la torche draconique jusqu'à créer la disparition de ce royaume en paix. Peut-être que créer une arme aussi puissante en partant des bases d'un dragon qui est né de la haine contre les humains, c'était un pari un peu trop ambitieux. Ouais, pas une bonne idée, je pense. Hein. Pas une si bonne idée. Hein. Comme vous pouvez le constater par vous-même, il y a tout qui semble être des clins d'œil assez évidents à l'Equal Dragon Weapon, mais il y a pourtant rien qui confirme que c'est vraiment ça. Donc ça crée un joli mystère, mais ça reste quand même un peu frustrant. Après quelques mois de recul et d'analyse, il y a une majorité de joueurs qui s'accordent pour dire que le Zoshia n'est pas l'Equal Dragon Weapon, mais que c'est un clin d'œil qui est très clair à l'existence de cette légende. Alors, est-ce que c'est une histoire qui est inspirée de ce fameux croquis et qui a été transformée pour que ça corresponde à notre aventure dans ce dernier opus? Est-ce que c'est plutôt une manière de signifier que les humains sont capables de recréer des dragons artificiels et donc que l'Equal Dragon Weapon a été créé mais par un autre peuple, peut-être sur un autre continent? Il y a plusieurs théories qui sont possibles et qui sont sujets à interprétation, et pour ma part, je pense que le Zoshia, c'est une tentative de reproduction de l'Equal Dragon Weapon, mais ça correspond pas exactement à cette arme utilisée pendant la Grande Guerre. Ce qui me laisse penser ça, c'est principalement la grande différence entre ce qu'on voit du croquis et ce qu'on voit du Zoshia. Mais surtout, je crois que ce qui me donne envie d'y croire, c'est l'espoir qu'un si grand mystère ait été entretenu pendant si longtemps par Capcom pour nous amener un jour à un des plus grands défis de la licence, une bataille contre l'Equal Dragon Weapon. C'est peut-être un peu bête, c'est peut-être de l'ordre du fantasme, mais ça peut tout aussi être un mystère qui est très bien raconté de la part de Capcom. En tout cas, la seule chose qu'on sait aujourd'hui, c'est que malgré les évidences qu'on a constatées, il n'existe aucune preuve de ces théories, et seul l'avenir pourra conclure cette histoire. L'une des théories dit que l'on affronterait Full Dragon Noir au sommet de sa puissance. Ah bah d'accord. C'est-à-dire fin d'humanité, quoi. Concrètement, parce que ça a l'air d'être un petit peu puissant, cette merde. Hein. Ça a l'air d'être un peu puissant. Hein. Je dis ça comme ça, hein, mais ça a l'air de piquer. Hein. J'espère que c'est un mystère qui vous aura autant passionné que moi quand je l'ai découvert. Je trouve que c'est une très jolie manière de la part de Capcom d'essayer de construire et d'étoffer son univers. Notamment la manière dont le Fatalis est introduit dans la licence. Vous le partagez sur le Discord. D'histoire et de rumeurs qui n'est pas confirmée par Capcom et dont les joueurs ne peuvent apprendre l'existence que en discutant entre eux, que ce soit en ligne ou en direct. Et se servir de ça pour créer ses propres légendes et donc mixer l'univers fictif avec le côté réel, je trouve que c'est hyper réussi. Je suis curieux de savoir ce que vous pensez de ce mystère autour de la licence et de lire un petit peu vos interprétations autour de ça. Mais je compte sur vous pour être un peu moins virulent que sur les Reddit et les commentaires de vidéos YouTube, parce qu'il y en a qui étaient vraiment tendus. Bref, merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire, merci infiniment de soutenir mon travail. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Prenez soin de vous, c'était Dalen, au plaisir. C'était sympathique, hein? C'était bien ça. Attends, on peut chercher le lore de quoi, là? On a quoi, là? Elden Ring, Warhammer, 21 Pilot, FNAF, Hollow Knight, Valorant, WoW, Warhammer, Monster Hunter, League of Legends, Dark Souls. Alors sur quoi, là? J'aurais bien mis Overwatch, mais le lore d'Overwatch, je connais déjà bien, donc... Vraiment, si je peux jouer à Wild à l'occasion, il va falloir que je me remette une motive. Hein. Ça, c'est clair. Je l'ai bien paumé avec... je l'ai bien paumé avec World. Mais je pense que ça sera... Je ferai exactement pareil. Je jouerai au jeu jusqu'à que je kiffe. Je ferai sans doute l'histoire principale. Mais dès que je commence à être bloqué et que je vais devoir farmer pour récupérer des trucs... Hop là, allez, ciao. Lore Pokémon?
L'origine du monde Pokémon. Hmm. Il y a l'air d'avoir plein de trucs sur la mythologie. Ça va être intéressant. Mythologie Pokémon, là, il y a l'air d'avoir plein de vidéos. On va faire un truc. Jusqu'à la 9G. Bon, allez. À l'origine. Donc là, on découvre Max T, l'origine du monde des Pokémon mythologie jusqu'à la 9G. Tu as. Qui est tombé? Attends. Est-ce qu'on l'a vu? Non, là, on le voit pas. Il est pas dans les trucs. Attends. Cherche le Terralic Pokémon. Tu vas tomber sur la mythologie là. Alors du coup, il faut que je cherche quoi, Terralink? Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai cru ce que tu me mets dans le chat, mais j'ai l'impression que tu sais pas écrire, donc ça va être compliqué. Bon allez. Au pire, vas-y, on met ça, puis on verra. À l'origine, seul le néant total subsistait. Vide et infini. Sans résistance. Je vais mettre un peu fort, il va avoir une peu un peu bas. Puis, un jour, du néant apparut un œuf. Et de cet œuf naquit le premier Pokémon. Le dieu suprême Arceus, le Pokémon Alpha. Pris de créativité, ce dernier engendra l'univers. J'aime pas trop de la Par façon qu'il parle, création des Max T. dimensions, il fit naître ses deux fils aînés. C'est reloulou. C'est quoi le choix le plus difficile que vous n'ayez jamais fait? Comme pour beaucoup de gens, l'un des miens, c'était celui-ci. Le Terralic est sympa, t'as plein de petites histoires autour de Pokémon. Ok. Mais c'est quoi Terralink? Attends, j'ai juste mettre Terralink. Mais j'ai pas trouvé en fait. Quand j'ai marqué tout à l'heure. Non, c'est pas Link, il n'y a pas de N, c'est Terralic. Terralic Pokémon. Ah oui, mais c'est pas une chaîne en fait. Je pensais que c'était une chaîne, c'est pour ça que je cherchais ça. Bon, tout à fait glauque. On part sur ça. Qu'est-ce que je fais? Tac, tac. Imaginez un instant. Nous sommes en juillet 2020 et Internet est en ébullition. Ce jour-là, le monde du jeu vidéo est frappé par l'une des plus grosses fuites de son histoire. Des dizaines de gigaoctets de données sensibles sont rendus publics, révélant des décennies de secrets de développement, de prototypes jamais dévoilés, et même les codes sources des consoles comptant parmi les plus vendus de l'histoire. L'entreprise touchée, Nintendo. En quelques jours, les joueurs, qui avaient toujours perçu l'entreprise comme une forteresse imprenable, se retrouvent face à des documents qu'ils n'auraient jamais imaginé voir. Et certains d'entre eux donnent des réponses aux plus grands mystères d'Internet. Star Fox 2 n'était pas un mythe, Pokémon 2 a enfin été rendu public et comptait bien plus de Pokémon qu'or et argent, et Luigi devait bien être dans Mario 64. Elle,
is real. Pour beaucoup, ce n'est plus une simple fuite, c'est une révélation historique. On lui donne alors un nom, les Giga Leaks. Jamais l'industrie n'avait assisté à un événement de cette ampleur. Quant à Nintendo, il décide de ne jamais communiquer sur le sujet. Sauf que c'est pas sur ça que porte la vidéo. Non, si je vous en parle, c'est que récemment, on a pu faire bien pire. Parce qu'imaginez cette fois qu'on ait pu s'attaquer à un empire du multimédia. La licence la plus lucrative du monde. Et qu'on ait obtenu non pas 10, ni 100, ni 500, mais bien plus de 1000 gigas de données. Tous ces secrets, tous ces documents confidentiels. Des comptes rendus de réunions aux conversations elles-mêmes. À ce moment-là, on aurait assez d'infos pour la faire couler. Et on ne parlerait plus de giga, mais de Tera Leak. Mais juste avant... Oh non, pas ça! Mon ordinateur est en train de rendre l'âme! Comment vais-je bien pouvoir sortir ma vidéo chronologie WW2K à temps? On a besoin d'aide? Quoi? Qui a dit ça? Oh, Razer? Ne serait-ce pas le nouveau clavier Razer Huntsman V3 Pro? Avec ses touches optiques ultra réactives, il s'adapte à tous les besoins. Mais ça, je rêve pas, c'est bien la souris Razer Viper V3 Pro. Tu parles fort, toi, hein. Ses commutaeurs optiques, elle assure rapidité et précision. Oh là là, elle est si légère que maman pourrait s'envoler avec. Non, mais signe maintenant. Elle est accompagnée du Razer Gigantus V2. Gros, je suis désolé, je te passe la pub. Bref, c'est chiant, mais rien de critique sur leur projet. Ils renforcent leur protection et pensent avoir limité les dégâts. 2 mois plus tard, c'est le début du cauchemar. Le 12 octobre, des fuites massives apparaissent en ligne. Des extraits confidentiels de leurs conférences, les codes sources de la quasi-totalité de leurs jeux, des concepts jamais publiés et même des plans pour de futurs jeux pas encore annoncés. Des années de travail et des éléments que personne n'aurait dû voir sont exposés au monde entier. C'est plus qu'une simple fuite, c'est des téraoctets de données confidentielles qui menacent Game Freak et Nintendo. Mais pour que vous compreniez bien le caractère exceptionnel... Du coup, maintenant tout le monde sait que leur jeu n'est pas fini. Par vous dire que... Genre tout le monde est au courant, c'est bon? Si rare que ça. Par exemple, les Giga Leaks dont je vous ai parlé plus tôt. Bah y a pas eu que cette fuite de juillet 2020. Non, en fait, il y en a eu une avant et 8 après. Il y en a eu 10. La même année et à 5 mois d'intervalle. La personne derrière ces fuites n'a jamais été identifiée, mais on pense qu'elle provient probablement d'un sous-traitant basé en Chine. Dans tous les cas, les dommages ont été considérables pour Nintendo, qui a dû investir dans de nouvelles mesures de sécurité coûteuses, sans parler de l'impact sur leur réputation. Finalement, on peut quand même dire que tout est bien qui finit bien. Mais parfois, les conséquences sont bien plus dramatiques, aussi bien pour l'entreprise que pour ceux qui en sont à l'origine. Si je vous parle de leaks, il y a de fortes chances que vous pensiez à ceux de GTA 6 en 2022. Depuis sa chambre d'hôtel et avec un clavier, une souris et un Amazon Fire Stick, un petit gars originaire d'Oxford avait réussi à pénétrer les serveurs de Rockstar et à mettre en ligne des vidéos de gameplay du jeu en développement. Pour internet, c'était incroyable. J'avoue, en fait, on parle pas du tout de Pokémon. Au-delà des spoilers, les fuites exposaient le code source du jeu, ce qui le rend vulnérable aux hacks et tricheries. L'adolescent a finalement été arrêté, mais son autisme l'a rendu inapte à être jugé. Pour l'heure, il est interné. Et c'est pas le cas le plus célèbre. Il y a aussi celui de Cyberpunk 77. En février 2021, c'est-à-dire que je peux pas être enfermé en prison, moi? Victime d'une cyberattaque massive. Un ransomware. Des hackers volent le code source du jeu, mais aussi celui de The Witcher 3 et d'autres projets en cours, et demandent... Bon. En fait, on parle des leaks qui font trembler Pokémon, mais en fait, on s'en fout un peu. C'est pas l'histoire de Pokémon. Le Tera Leak. L'ensemble des leaks de Pokémon. C'est ça le Tera Leak? C'est ça que tu me parles? Mason, ok. Les amis, l'heure est grave. La plus importante fuite de données de l'histoire de Pokémon, avec un grand H comme bûcheron, a eu lieu il y a peu. Un volume astronomique de data confidentielle, lié de près ou de moins près à Pokémon, a fuité dans la nature. Ou plutôt sur internet, hein, vous m'avez compris. Presque 30 ans de notes, d'inspiration, de recherche, de réunions, de tests et de prototypes sont entre les mains de la personne à l'origine. Je passe un peu, mais... Quelque chose d'inattendu et de confidentiel jusqu'à la mi-octobre. Une énorme quantité d'informations relatives aux jeux africains. En vrai, mec, on s'en fout un petit peu des leaks. Moi, c'est le lore des jeux que je veux savoir, pas les leaks. Les leaks, on s'en branle un peu.
Alors Pokémon, hein. On va cliquer sur celui-là. Mais il est Il y a où du en lore fait justement. Comment Bah ouais, mais il parle trop de leaks là. Donc on commence sans lui. Ok, bah je parle alors. T'es qui? Bonjour à toutes et à tous. Le capitaine n'est pas là. Apparemment, il y a une urgence, hein, donc on va commencer sans lui. Dernièrement, vous ont été présentés les icebergs de Mario 64 et Zelda 64. Mais on ne s'est pas arrêté là, figurez-vous. On s'est dit que si on creusait bien, vraiment bien, on allait tomber sur une pépite, un truc de dingue, et ça n'a pas loupé. Nous sommes tombés sur l'iceberg de Pokémon. Vous m'avez mal compris, je crois. Nous sommes tombés sur l'iceberg de l'entièreté de Pokémon. Je vous laisse maintenant avec un collègue plus expérimenté, il vous racontera ça mieux que moi. S'il arrive du coup. Hein. Mais pourquoi il le fait pas lui-même il s'est passé quelque chose? Oui, oui, l'entièreté de Pokémon. On parle de tous les jeux vidéo, et pas seulement la série principale. On parle de l'animé, on parle des mangas, on parle du jeu de cartes et de tous les produits dérivés. Dans cette vidéo, vous seront présentées toutes les histoires, les théories, les mystères et les secrets qui gravitent autour de la licence Pokémon. Essaye, C'est vraiment ouais, un Trunks. très gros morceau et il y a vraiment Missing des passages. Number, ça parle de l'origine Vous y attendez pas, vraiment de pas. design de certains Bienvenue. Pokémon. Ok. Installez-vous et embarquez pour cette grande aventure qu'est l'iceberg Pokémon. Bonne descente. Flidrong et Didi Chandoudui. Ouais, ils ont des pseudos chelous, hein, j'avoue. Vous connaissez Genshin Impact? Oh là Laissez-moi vous là. présenter le précédent jeu du studio MiHoYo. La fin visible de l'iceberg. Est-ce que tu savais que Porygon n'était pas prévu initialement dans les jeux Pokémon de la première génération? Satoshi Tajiri a créé Porygon ironiquement. À l'époque, tout le monde lui disait que c'était stupide de créer un jeu Game Boy, que la console était en fin de vie en 1996 et qu'il devait plutôt utiliser des graphismes avec des polygones 3D. Voilà pourquoi Porygon existe. Enfin, il existe dans nos souvenirs, parce que Porygon est un Pokémon banni chez Game Freak. Le 38e épisode de la saison 1 de l'anime Pokémon a été uniquement diffusé au Japon le 16 décembre 1997 et interdit dans le reste du monde étant donné que l'épisode contenait une scène avec un enchaînement de flashs bleus et rouges assez violent pour la rétine qui peut créer des crises d'épilepsie chez les personnes concernées. Ah, c'est dommage Plus ça. de 700 Japonais ont été transférés à l'hôpital à cause de cet épisode et la série a été interdite d'antenne pendant 4 mois. Cette histoire a fait un scandale dans le monde entier et les Simpsons l'ont même parodié dans un épisode où la famille est justement en voyage au Japon. South Park aussi fait allusion au Flash dans son épisode Shin Pokémon, qui est évidemment un épisode critiquant la franchise. Le Pokémon Porygon et ses évolutions sont bannis de tous les épisodes du dessin animé, aujourd'hui encore, mais il parvient tout de même à faire des petits caméos de temps en temps. Le plus triste dans cette histoire, c'est que Porygon n'a rien fait de mal. Ce qui a provoqué ces flashs à l'écran, c'est l'attaque de Pikachu. Mais Pokémon Company a préféré utiliser Porygon comme bouc émissaire pour éviter de punir sa mascotte. Porygon est innocent, et même Pokémon eux-mêmes tweeteront là-dessus. Le 19 septembre 2020, presque 23 ans après, le tweet, il a malheureusement été supprimé depuis. Local, ouais, attends. C'est d'ailleurs suite à l'incident de... C'est rigolo cette histoire. Je suis où moi? Je suis là. Yo. Yo. Yo yo yo. Ah. Tu m'entends? Oui, c'est bon. C'est juste que ton micro n'avait pas capté ton premier yo à mon avis. Ça va bien? Ça va, ça va. C'est une vidéo de Farod, je crois, ça. C'est une vidéo. Oui, c'est ça. Ouais, je reconnais la voix. Oui, dans Didi Chanduduy et Fildronk, c'est des youtubeurs. Pas trop pour Didi Chanduduy, mais pour Fildronk, c'est des youtubeurs Pokémon. C'est pour ça que j'avais mis le. Oui, non mais ok. Bah, je vois que je découvre un petit peu les. Je découvre aussi les youtubeurs. Il y en a beaucoup qui sont un peu cachés, donc. Mais là, il a l'air de. Là, il va parler surtout d'un peu des anecdotes. Attends, t'as combien de minutes? de Porygon pendant la J'ai relancé les mois coups. En même temps. que l'épisode Au T'as revoir relancé? Pikachu sera Ouais. créé, épisode dans lequel ça... Attends. Je crois On qu'on va peut surtout parler faire un d'anecdotes autour de. truc.
Ah, tu me l'as mis en... C'est super. Ah. Bah, Ok. Sacha nous fait croire qu'il abandonne Pikachu. J'ai lancé, hein. James brisera le 4e mur en remerciant les fans pour leur soutien. Nous tenons à remercier tous nos fans pour leur loyauté et leur soutien. Nous leur offrons Ouais, du coup là il va parler surtout de petites théories ou de petites anecdotes autour du monde de Pokémon. Est un Pokémon de type normal, asexué de la première génération. Il ressemble à un petit morceau de gelée flasque, de couleur rose, avec un visage et 2 petits bras rudimentaires. Il ne possède qu'une seule c'est le clone loupé de Mew, c'est ça? Morphing, qui lui permet de copier l'apparence et les capacités d'un autre Pokémon. Ah, ça c'est une théorie. Là il va parler des théories très connues autour de ça. Bien. Maintenant parlons de Mew. Mew est un Pokémon de type normal, asexué de la première génération. De couleur rose avec un visage et 2 petits bras rudimentaires, il possède une attaque qui est Morphing qui lui permet de copier l'apparence et les capacités d'un autre Pokémon. Sa forme shiny a une couleur bleu cyan. Puisqu'il est officiellement acté que Mewtwo est un clone de Mew créé par la Team Rocket, il est facile d'imaginer qu'ils n'ont pas réussi leur clonage du premier coup. Et tous les métamorphes seraient des clones ratés de Mew. Beaucoup de mystères planent encore autour de ce Pokémon et on va en reparler très rapidement. Le métamorphe, ce qui me fait toujours rigoler, c'est les petits vieux, surtout les Pokémon qui... Ouais. Il porte le crâne de sa défunte mère. C'est la description officielle du Pokédex de Hosley. Pokémon Go nous apporte une information supplémentaire. La lune le ferait pleurer car elle lui rappelle sa mère, chose qu'on voit dans l'une des premières cartes Pokémon. Ah, il y a plein de théories de savoir c'est qui que porte Hosley sont les marques de ses larmes. On dit qu'il évolue lorsqu'il parvient à surpasser la douleur de sa mort. Et effectivement, Ossatueur n'a plus de marques sur le crâne, il ne pleure plus. Rappelez-vous que dans les premières générations de jeux, on trouve les Hosley à l'avant-ville, la ville où se trouve le cimetière Pokémon. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est qui est la mère de Hosley? Et la théorie la plus populaire... C'est quoi ce Pikachu qui fait une grosse grimace là? Kangourex. C'est un gimmick avec Pikachu, c'est qu'il imite les Pokémon qui dans la série. Il suffit juste d'imaginer que ce petit devient un Hosley quand sa mère décède et qu'il récupère son crâne et un de ses os. Et Hosley, qui évolue en Ossatueur, évoluera à son tour en Kangourex le moment venu. Ils partagent d'ailleurs tous les deux beaucoup de similarités physiques, comme la queue, les yeux ou les marques sur le torse. D'ailleurs, dans le jeu Soleil et Lune, quand un Hosley se sent en danger face à un dresseur qui l'attaque, il peut appeler à l'aide. Alors en général, c'est un autre Hosley qui vient en aide, mais rarement, ça peut carrément être un Kangourex. Ce qui pourrait appuyer ça, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Cette théorie, c'est le leak de 2019, où ont fuité des tonnes d'informations sur le développement des jeux. En plus d'avoir un Hosley shiny, dont pas mal de sprites de Pokémon jamais utilisés, voire des anciennes versions de Pokémon. Mais on reparlera de ces leaks plus tard dans la vidéo, tu t'en doutes bien. Mais je précise juste que parmi ces leaks, on peut y voir un Kangourex avec le crâne de Ossatueur et possiblement un petit Hosley dans sa poche ventrale. Cette idée trop de mêler bien. 2 Pokémon qui ne devraient rien avoir à la base n'est pas nouvelle, puisque par exemple, beaucoup de fans de Pokémon sont persuadés que Papillusion aurait dû être l'évolution de Mimitos. Oui, mais ça, je suis et que d'accord aussi. Aérobite aurait dû être l'évolution de Chrysacier, que Léviator devrait être l'évolution de Draco, et que Dracolos serait l'évolution de Magikarp. Ou encore que Crustabri est au final un Fantominus ayant possédé un coquillage, ou que Voltorb, c'est en fait une simple Pokéball, oui, mais possédée par un Spectrum. D'autres pensent que Genesect, c'est un Kabutops en armure, ou que Badabouin devrait évoluer en Zarude. La dernière théorie en date que j'ai pu lire à ce sujet, mais que je partage un petit peu moins quand même, c'est celle qui raconte que Gravalanche, tu vois, avec ses 4 bras, n'aurait pas dû devenir Grolem, mais Maconieur. Et que la mâchoire de Machopper, elle, ressemble beaucoup à celle de Grolem, justement. Mais comme je t'ai dit, là, je suis un petit peu moins fan de cette théorie. Oui, honnêtement, je trouve plus probable ça que le... Aujourd'hui, Zarude, chaque Pokémon peut posséder plusieurs formes différentes. Soit parce qu'il est shiny, soit par différence de sexe, soit par climat météorologique, soit parce qu'il vient d'une région différente. Oh putain, avec des cheveux, mais vraiment. Et il a la particularité d'avoir un nombre Il y a beaucoup de trucs, c'est très troll. quasiment infini. Presque jamais un Spinda pourra ressembler à un autre Spinda. Ces taches rouges seront toujours disposées aléatoirement sur sa tête. Alors je dis presque, parce que la probabilité de rencontrer 2 Spinda parfaitement identiques est de 1 sur 4 milliards 294 967 296. Et si tu veux trouver 2 Spinda shiny et identiques, là on est sur une chance sur 17 592 186 44 416. Je suis sûr qu'un fou a déjà essayé.
Et forcément. Ah, la pire théorie de Oui, Pokémon. je sais, mais voilà, ça fait partie des théories qui gravitent autour de Pokémon. Je pouvais pas juste passer à côté de celle-là. Donc Sacha, dans l'animé, serait en fait dans le coma depuis le début, et toutes ses aventures sont en fait imaginées par lui-même. Il serait tombé dans le coma après la première décharge électrique de Pikachu, et il ne se serait jamais réveillé. Le reste de ses aventures se passe dans sa tête. Ça expliquerait déjà pourquoi Sacha ne grandit jamais, pourquoi il ne meurt jamais. La théorie du coma est une théorie qu'on retrouve dans beaucoup d'œuvres, c'est toujours les mêmes codes, ça devient même un cliché des théories, donc je n'y crois pas et j'ai pas envie de développer cette théorie plus que ça. Il a raison. Je suis dans le coma, tout ce stream n'existe pas. À la surface de l'iceberg. Il est tellement grand. Rien qu'étudier ce qu'il y a à la surface de l'eau, ça prend des plombes. Mais c'est les bases. Le truc de l'iceberg, je sais pas qui c'est qui l'a amené en premier, mais là maintenant t'as plein de concepts qui tournent autour de ça. Je pense qu'en tout cas en francophonie, ça doit être Feldup. Ah ouais? Plus bas. Ah, c'est possible, ouais. C'est possible. Mais il y en a qui le font très bien. Il y a un créateur que je suis un petit peu de temps en temps et il le fait très bien. Serena et Sacha. La scène n'est pas directement montrée, mais fortement suggérée, en particulier avec la réaction des personnages et des Pokémon autour. Et c'est la toute première fois que Sacha embrasse quelqu'un de toute son aventure. Quoique, est-ce qu'on peut dire que Bianca a embrassé Sacha dans le 5e film? Et d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment Bianca à ce moment-là? Est-ce que c'est pas carrément Latias, sous l'apparence de Bianca, qui vient d'embrasser Sacha? Puisqu'elle ne dit pas un seul mot dans cette scène. Sacha, qui pécho des Pokémon. Et c'est pas si bizarre que ça. On reviendra sur le sujet des relations humaines et Pokémon plus tard. Oui. Avec le Terrali. Vraiment. Au secours. J'ai vu une blague il y a pas longtemps, plus en ça. Au secours. Depuis plus de 10 ans déjà. Selon elle, cette théorie m'a fait très peur quand j'étais petit. À la suite de la commercialisation de Pokémon vert et rouge, c'est tout con, mais ça m'a fait très peur quand j'étais petit. Jamais sortis hors du Japon, mais furent remaniés pour donner Pokémon rouge et bleu, qui eux sont sortis en Europe sans le problème que je vais expliquer. La cause en serait la musique jouée dans la ville de Lavanville, évidemment la ville où il y a le cimetière des Pokémon, tout ça, qui aurait été composée de manière à pousser les enfants à se tuer. Voilà, en utilisant des fréquences suraiguës audibles uniquement par des enfants. Cette histoire est évidemment fausse, c'est l'une des creepypastas les plus connues d'internet. Des sprites ont été créés spécialement pour donner plus de crédibilité à la creepypasta, comme la main blanche ou l'enterré vivant. D'ailleurs, l'idée de la main blanche vient directement du jeu Pokémon, puisque un PNJ de Lavanville nous demande, déjà si on croit aux fantômes, pour ensuite nous signaler qu'on a une main blanche posée sur l'épaule. Et cette scène a d'ailleurs été recréée dans l'animé Pokémon Origins. Le syndrome de Lavanville a été un pilier des creepypastas sur internet, même si j'imagine que Pokémon ne doit pas être très satisfait de ces fausses rumeurs. Tu m'étonnes. Content que cette histoire existe, elle a dû en inspirer plein d'autres et ça nous a offert toutes les creepypastas qu'on connaît aujourd'hui. Elle m'a fait tellement peur cette théorie que quand j'allais à Lavanville, je restais pas 2 secondes. On l'a vu avec l'épisode de Porygon, mais Pokémon a subi énormément de censure entre le Japon et le reste du monde. Les exemples les plus connus de censure sont les suivants. Liputu, qui a changé de couleur de peau, passant du noir à la couleur violet. James, qui a une poitrine de femme dans un épisode de l'animé. Miaous et Hérissandre qui têtent les pies dans les crémeux. La jupe d'une dresseuse dans Pokémon Or et Argent qui se fera rallonger. Une cigarette portée par un pêcheur. Une nageuse qui fait un clin d'œil. Un dresseur qui prie. Un bras d'honneur. Un collier d'incantation. Tout un épisode de l'animé avec des armes à feu. Un tas de morves qui regarde sous la jupe d'une fille sur une carte Pokémon. Les onigiri préparés par Pierre qui deviennent des sandwichs. Le verre à vin de Giovanni qui devient un verre sans pied. Ondine torse nu sur une carte Pokémon. Mais comment c'est possible? Plusieurs dresseurs qui ont disparu dans les générations suivantes. D'ailleurs, le sprite bêta de Red le représentait lui-même avec un fouet, avec une allure plus adulte. Il avait été pensé que les dresseurs Pokémon à la base étaient donc des dresseurs, des dompteurs d'animaux, des dompteurs de Pokémon, d'où le fait que la plupart des dresseurs avaient des fouets. Une scène étrange où un enfant de la forêt fait vraiment une fixette sur la poitrine de Ondine. Une carte Pokémon d'Ectoplasma avec un cimetière en arrière-plan. Un fouinette qui est allaité par très chelou. Un truc qui ressemble à une vache, on sait pas trop, la carte est très bizarre.
Une carte Ah, mon Pokémon Dieu. de Morgane, la représentant portant une Master Ball. Malheureusement, son doigt majeur étant plus long que les autres, on pouvait considérer, selon Pokémon, que ça pouvait être un doigt d'honneur. Des machines de jeu dans un casino, qui peut-être sur les versions japonaises paraissent un petit peu trop réelles. On a juste zoomé sur l'écran. Cette scène avec Pikachu qui passe sous la jupe d'une jeune fille. Alors, pour nous Français, rien à signaler, mais dans la version originale des paroles du générique, la musique dit « Je vais t'avoir Pokémon, même si c'est dans le feu, dans l'eau, dans l'herbe, dans les forêts, dans le sol, dans les nuages, dans la jupe de cette fille. » Et là, c'est un petit peu plus déplacé, effectivement. Un Pokémon. Oh, est-ce que ça va? Ça va, merci. C'est pas à toi que je parle. Regarde ce que tu as fait à cette pauvre petite chose. La baffe. Le tout premier film Pokémon, Mewtwo contre-attaque, et je ne vous ferai pas l'affront de vous résumer ce film, que vous avez sûrement déjà tous vu, bien qu'au final, je pense qu'aucune des personnes qui m'écoutent actuellement n'ait réellement vu le vrai film Pokémon original. Déjà parce que le film a été coupé et censuré en France, le film ne débarque pas du tout sur la création de Mewtwo à la base, mais sur une histoire qui raconte la naissance de Mewtwo, un Mewtwo enfant, accompagné d'une humaine, Amber, la fille du scientifique qui créa Mewtwo, son but étant à la base de recréer sa propre fille décédée, mais tout ça n'existe pas dans la version française. Et deuxième point, la version initiale du film Pokémon japonais diffusé au cinéma en 1998 n'est pas la même version qui est ensuite sortie en VHS, en DVD, diffusée à la télé et exportée en France. Le vrai film initial était bien moins travaillé. Sa nouvelle version a corrigé certains défauts, à l'instar des nouvelles versions des films Star Wars par exemple. Et c'est d'ailleurs marrant de souligner cette similitude étant donné que le nom du film Mewtwo contre-attaque, c'est le même que pour Star Wars, l'Empire contre-attaque. Et sinon, la machine de Mewtwo là, avec plein de bras articulés qui attrapent les Pokéballs, est-ce que tu avais remarqué qu'elle était faite avec des os? Eh bien certains pensent que ce sont les os des scientifiques qui ont créé Mewtwo au début du film. Écoute-moi bien, À l'aide. il existe encore une autre version du premier film Pokémon avec un scénario très différent de ce qu'on a connu, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Je pense très sincèrement que vous êtes Ça pas commence à être de plus en plus glauque. Ah oui, La la GS GS Ball est une Pokéball apparue dans l'animé Pokémon avec un dessus de couleur or et un dessous de couleur argent. Les couleurs et l'acronyme rappellent Gold et Silver. C'était censé être un teaser pour l'arrivée de la deuxième génération de Pokémon dans l'animé. La GS Ball est décrite comme étant impossible à ouvrir. Même si dans les jeux vidéo, on sait que la GS Ball renfermait Celebi dans les versions japonaises. L'animé, lui, n'aura jamais révélé ce qu'elle contenait. Sûrement parce que Celebi était déjà apparu dans le film du même nom, mais la GS Ball a été le fil rouge de l'aventure de Sacha sur une bonne partie de l'animé pour au final tomber dans l'oubli. Et des fans hardcore continuent à théoriser sur le Pokémon enfermé à l'intérieur et espèrent la voir revenir dans le futur de la série. On a là une des plus grandes. C'est bien questions d'avoir qui capturé tournent un autour Pokémon du qui est héros si du important dessin dans animé. l'univers. Des fans expliquent que Sacha ne vieillit Oh, il est jamais pas au si cours de important ses que aventures, ça, car son Celebi. corps a été figé quand Mewtwo l'a transformé en pierre dans le premier film. Depuis, Ah, ça son c'était corps est triste. figé J'ai dans vu le ça temps, petit, il ne peut pas c'était... vieillir. Une autre théorie dirait que c'est Oh-Oh qui a rendu Sacha immortel dès le tout premier épisode de l'animé. La fiche Pokédex de Oh-Oh nous dit « Les légendes racontent qu'il survole le monde en permanence grâce à ses merveilleuses ailes colorées. Il ne se montre qu'un dresseur au cœur pur. Ses plumes possèdent 7 couleurs. On prétend que sa vue apporte la joie éternelle. » Est-il possible que Sacha possède, depuis le tout premier épisode de la série, la joie éternelle, qui ferait de lui une personne qui ne vieillit jamais? J'en profite vu qu'on parle de Sacha, pour possible. caler ici cette information. Le nom de Sacha en japonais c'est Satoshi, un hommage à Satoshi Tajiri, le créateur de la licence, le créateur de Pokémon. Et son nom de famille est Ketchum, qui est un clin d'œil au slogan anglais Catch 'em All, qui veut dire attrapez-les tous. Quant au rival, Régis, son nom japonais est Shigeru, en hommage à Shigeru Miyamoto, papa de Mario, Zelda et tant d'autres. D'accord, bon, Dino, c'est- on a commence hâte, à hein. sentir de l'eau sous nos pieds. Et il dit Je crois pas, qu'il va mais pas chez nous en fait tarder il à s'appelle faire le Régis, grand c'est saut. par rapport Mais il au... reste encore quelques petits trucs à aborder au nul. avant. Pas de précipitation. Ah On ouais. prend son temps et Ouais. on savoure. Ok. Parce D'accord. qu'ils avaient une blague, c'était Régis c'est un con. Et du coup, les doubleurs ils se sont dit c'est marrant de dire que notre rival est un con. Peu de temps avant la sortie de Pokémon Or et Argent, plusieurs nouveaux Pokémon ont commencé à être présentés dans des supports promotionnels, notamment avec un court-métrage qui a été créé avec la sortie du premier film. L'un de ces Pokémon était Marill, un Pokémon de type eau qui ressemble
très légèrement à Pikachu. Étant donné que son nom anglais n'avait pas encore été publié à l'époque, les fans ont commencé à appeler Marill Pikablue, en raison de sa coloration et de sa ressemblance avec Pikachu. La plupart des hypothèses affirmaient que Pikablue était en quelque sorte une forme alternative pour Pikachu qui serait de type électrique et eau. Ceci bien sûr a été réfuté plus tard lorsque le nom en anglais a été révélé, mais pendant un très long moment, beaucoup de personnes pensaient réellement que Marill avait un lien avec Pikachu. Comment ils ont fait pour avoir ce lien-là? Et je pense que c'était à l'époque, selon les sprites. Plusieurs à penser à Pokémon, la grande aventure. Pourtant, il y a un autre manga avant lui, simplement appelé Pocket Monster, sorti en 1996, qui raconte les aventures de Red. Il est effrayant le Mélofée. Pokédex. Le problème avec ce manga, une fois passé le style graphique qui lui est propre, c'est qu'il contient plusieurs passages à l'humour douteux qu'on s'imagine pas dans l'univers de Pokémon. Plusieurs fois, on verra Pikachu. Voilà le Pokémon un peu adulte que j'attends partout là. Génital de Red. D'ailleurs, il y a un running gag avec ses testicules qui peuvent s'étirer. On verra aussi Mélofée qui urine avec un sexe masculin ou qui crée même une explosion avec un P mélangé au feu d'un salamèche. Sans parler de toutes les allusions sexuelles. Tout ça s'explique par le fait que le manga est sorti avant l'animé, avant les cartes Pokémon, avant le vrai manga. On venait tout juste de découvrir le jeu vidéo sur Game Boy. Personne ne pouvait savoir à quoi allait ressembler la suite de la série. Le créateur du manga s'est donc lâché avec un humour grossier. Et ça explique aussi pourquoi Mélofée est plus mis en avant que Pikachu, car au tout début du développement de Pokémon, Mélofée était pensé pour être la mascotte officielle de Pokémon. Le manga a suivi toutes les générations de Pokémon et continue d'être publié aujourd'hui. Malheureusement, il n'a jamais eu de traduction en français. Par contre, l'animé Pokémon, lui, fera un clin d'œil à ce manga dans l'épisode 46 de la saison 7. Ouais. Alors que le manga est quand même au secours. Hein. Les testicules de Sacha. Il y a une théorie populaire parmi les fans qui raconte que Kanto a traversé une guerre quelque temps avant les événements de Pokémon Rouge et Bleu. La grande guerre Pokémon expliquerait pourquoi il semble n'y avoir que des enfants, des femmes et des personnes âgées à Kanto, pourquoi votre personnage n'a pas de papa et pourquoi votre rival n'a plus du tout de parents. Malheureusement, il n'y a pas la moindre preuve pour confirmer cette théorie. Il n'y a pas de monument mort, pas de site de bataille et aucune référence à la guerre, sauf une. Le Major Bob, maître d'arène à Carmin-sur-Mer, vous dira que son Pokémon de type électrique l'a sauvé pendant la guerre. Ah, Mewfree, j'adore cette théorie. Il n'en fallait pas plus pour créer une rumeur sur l'existence de Mew3, une troisième version modifiée de Mew. Bien que ce Pokémon n'existe pas, sauf si on considère que Mega Mewtwo X ou Y est stylé celui à gauche. On a quand même eu le droit à cette blague dans le manga Pocket Monster dont je vous parlais juste avant. Tant qu'on parle des jeux de mots sur Mewtwo, vous apprendrez qu'il existe une carte Pokémon française mal traduite de Mewtwo qui s'appelle De Miaou. C'est une des 4 cartes promotionnelles que vous pouvez obtenir en allant voir le premier film Pokémon. Je vais renommer tous mes Mewtwo comme ça. 2 des 3 autres cartes françaises ont reçu de mauvaises traductions, comme Electabuzz pour Electek ou Dragonite pour Dragonite, ça va. La dernière carte, c'est Pikachu, mais qui possède le même nom dans toutes les langues, donc aucune erreur ne pouvait être possible sur celle-là. Pour revenir à Mewtwo, si vous ne le saviez pas, il a été créé pour être le dernier Pokémon de la première génération. À la quasi-fin du développement, il n'y avait que 150 Pokémon. Et comme il restait à peine un peu de place sur la cartouche, après avoir supprimé les fonctionnalités de débogage des développeurs, Shigeki Morimoto en a profité pour intégrer secrètement un 151e Pokémon. Petit, avec très peu de pixels à cause de la limite de place, pensant sincèrement que les joueurs ne le découvriraient jamais. Mais c'est justement le mystère autour d'un possible 151e Pokémon qui a relancé les ventes et a aidé Pokémon à devenir le succès mondial qu'on connaît aujourd'hui. Putain, des fois, quand tu fais juste un truc comme ça, mais les conséquences que ça peut avoir des fois, putain. Dans la version anglaise, le Pokémon Abo s'appelle Ekans, et si tu le lis c'est à l'origine de la Pokémania, ce petit Mew. Et nous, en France, on peut saluer Julien Bardakov, qui a traduit et créé les noms des 251 premiers Pokémon. Alors, j'avais déjà parlé de lui dans mon iceberg sur Zelda 64, et il a su garder le même jeu de mots en appelant ce Pokémon Abo. Et quand on remet les lettres dans le bon ordre, ça nous donne Boa. Et le même jeu de mots a été utilisé sur son évolution Arbok qui donne Cobra si on le lit à l'envers. Les fans de Pokémon ont cherché à voir si d'autres noms de Pokémon en anglais suivaient cette logique, et un mème s'est créé autour de Grotadmorve qui en anglais s'appelle Muck. Alors je te laisse toi-même mettre le mot à l'envers
le traduit et regardez attentivement l'aspect de gros It's my idom. c'est peut-être pas que de la morve, quoi. Ah, mais secours. Mimiki! C'est un Le meilleur mystère qui Pokémon n'a pas au monde. encore eu de réelle réponse et qui n'en aura sûrement jamais. Mais qui se cache sous le masque de Mimiki? Mimiki est un Pokémon de type fée et spectre apparu en 7ème génération et c'est un Pokémon qui se cache sous un masque à l'effigie de Pikachu. Le site officiel de Pokémon nous dit que Mimiki espère pallier la solitude qui lui pèse et se faire davantage d'amis humains avec ce déguisement, sous prétexte que Pikachu a la cote auprès des humains. On parle ici d'un Pokémon seul, d'un Pokémon abandonné des humains. Les fans n'ont pas mis plus de temps que ça pour faire le lien avec Porygon, le Pokémon interdit à cause de l'épisode banni. Le Pokédex de Ultralune nous dit: les malheureux chercheurs qui ont regardé sous son déguisement en lambeaux ont succombé à une mystérieuse maladie. Ce qui peut être une référence aux crises d'épilepsie des enfants ayant vu l'épisode de Porygon. D'ailleurs, on peut récupérer justement un Porygon dans la 7ème génération au foyer à éther, et comme par hasard, il y a un Mimiki dans la maison. Pour ce qui est du type spectre et fée, il faut rappeler que Porygon a une capacité signature qui lui permet de changer de type. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette théorie? Ouais, bon, celle-là, elle est un peu tirée par les cheveux, par contre. Hein. Ah, Elle est vraiment tirée par les cheveux. Super Parce long. qu'elle a pas de On est toujours qu'à la face visible de l'iceberg là? C'est dingue. Il y a tellement d'informations et d'histoires qu'on pourrait consacrer toute une chaîne YouTube rien que sur ça. Ah, on me dit qu'on se rapproche rapidement de la surface de l'eau. Ça devrait plus tarder. Attends, J'ai on en est déjà qu'à la moitié là? listé le nombre surprenant de censure qu'a pu subir. On est qu'au début. Une des plus On est qu'au début. cruelles celles C'est autour du 2h30, Pokémon allez. Kadabra. En 1999, le magicien Putain, il y en a des Uri Geller théories. faisait ses courses Ouais. de Noël à Tokyo Et et je il crois est que c'est accosté parti par un, des non? fans du Non, jeu de c'est cartes pas à ça. collectionner Pokémon Non, non. qui lui demandent de signer des cartes de Kadabra. Le nom Ça, c'est un japonais de Pokémon que Kadabra, j'apprécie beaucoup. Yongera, ressemble Kadabra. phonétiquement au nom de Geller prononcé en Bah, japonais. je crois que la Yongera. chaîne YouTube que je La t'ai parlé, Trans, spécialité de Geller est de tordre des Missing cuillères Number, avec son esprit. il a Et fait un Kadabra verso est sur toujours Alakazam. présenté avec une cuillère qu'il tord avec ses pouvoirs psychiques. Uri Geller y voit une référence non autorisée de son image et de son nom, et la découverte d'une version maléfique du Pokémon avec la carte Pokémon Kadabra obscure, qui se traduit par mauvais Kadabra en japonais, lui fait penser qu'on renvoie une image négative de lui, et que les enfants du monde entier vont penser qu'il est lui-même maléfique. Nintendo a fait de moi un personnage Pokémon malfaisant et occulte. Nintendo a volé mon identité en utilisant mon nom et mon image signature. De plus, Geller, qui est de religion juive, voit également dans les symboles présents sur le ventre de Kadabra un rappel au logo des SS. Suite à la plainte déposée par Voilà, Geller, Kadabra a putain. progressivement disparu. Sa dernière apparition dans l'anime date de 2005 et de 2003 pour les cartes Pokémon françaises. Et cette histoire a eu une conclusion tout récemment, le 28 novembre 2020, soit 20 ans après le début de la controverse. Uri Geller a annoncé via son compte Twitter qu'il acceptait la levée de l'interdiction sur Kadabra. Il précise également que Nintendo est libre d'utiliser à nouveau le Pokémon comme il le souhaite, et notamment dans le jeu de cartes à collectionner. Je suis réellement désolé pour ce que j'ai fait il y a 20 ans. Enfant, adulte, je lève l'interdiction. Maintenant, tout dépend de Nintendo de ramener ma carte Pokémon Kadabra. Ça sera probablement l'une des cartes les plus rares maintenant. Beaucoup d'énergie et d'amour à tous. Ouais, bon. Il a fini par arrêter de casser les couilles parce que Nintendo l'a Avant sans d'être doute le bien phénomène payé. planétaire qu'on a connu, Oui. avant d'être le jeu le Ah bah, plus disons les choses, hein. de la licence Pokémon encore aujourd'hui, Pokémon Go était un simple poisson d'avril. C'est en 2014 que Google publie une vidéo invitant les gens à utiliser Google Maps pour attraper des Pokémon durant le 1er avril Ouais, uniquement. ça a été leur plus grosse masterclass depuis longtemps. La boîte derrière Pokémon Go appartenait toujours à Google. Niantic s'est séparé de Google en août 2015 pour développer de son côté cette blague de 1er avril qui deviendra plus tard Pokémon Go. Comme quoi? Des simples Pourquoi blagues. l'animation de l'attaque malédiction est Et le aussi jeu est bizarre? toujours Pourquoi compétent, le donc, Pokémon se plante-t-il un pieu dans le corps comme ça? Sachant que de Bah, la je crois que deuxième c'est à la quatrième le génération, deuxième c'est Pokémania qui a l'unique eu attaque Pokémon à Go. avoir un type inconnu, le type 3 points Attends, j'ai rien compris d'interrogation. ce que t'as dit, quoi? Je crois que c'est la deuxième Pokémania qui a eu Pokémon Go. Il y en a eu 3 en tout. Il y a eu celle à la sortie de du coup Rouge et Feu en Occident, avec le mystère de Mew. Tu as eu Pokémon Go en 2016. Et là, tu as eu récemment, avec tout ce qui est le délire Logan Paul et tout ça, avec les cartes Pokémon, tu as eu une Pokémania sur les cartes Pokémon. Oui, bah, j'imagine. Oui.
Elle est devenue une attaque spectre à partir de la 5e génération et le type inconnu a disparu. Des leaks de 2018 sur Mais des c'est quoi ce Pokémon grand pieu, là, abandonnés dans de la 2e génération nous ont fait découvrir l'existence de ce Pokémon, Norowara, qui représente une poupée de paille chinoise transpercée d'un pieu. Et apparemment, l'attaque malédiction aurait dû être l'attaque signature de Norowara, donc qui lui soit exclusive. Mais comme Norowara a été abandonné, il semblerait que les développeurs aient gardé l'attaque et surtout son animation de combat pour les jeux que nous connaissons. Il était bien le Pokémon là en vrai. On Il a était déjà cool. parlé des Simpsons et de South Park qui faisaient allusion à Pokémon, mais ce ne sont pas les seuls à en jouer. C'est pour ça qu'Arceus a créé un univers qui comporte 3 niveaux de matière. Je suis en train de Ah regarder ouais. Dr. House en ce moment. Putain, je fais la même. T'en as quelle saison? Je viens d'attaquer la 2e saison. Je suis à la moitié de la 2e saison. Mais vu que je vais faire un event au week-end, j'ai pas pu continuer. Tu vois le problème? Oui, oui, je comprends. Ah là, c'est vraiment les pires par contre. Hein. Les cassos. Qu'est-ce que c'est un Bulbizarre? Et comme Sacha l'a dit lui-même à Pikachu, je vous ai choisi. Et il en existe Il a jamais dit ça. plein d'autres, mais je terminerai avec une de mes séries préférées. Ouais. Tu t'aimes bien? C'est marrant. Toi aussi, t'es marrant. Alors, c'est qui le plus fort? Je suis pas sûre. Et le jeu Pokémon lui-même fera d'ailleurs une référence aux parents de Malcolm, avec 2 personnages en couple dans le jeu qui C'est marrant, s'appellent ça. Lois et Hal. Et à l'inverse, Pokémon eux-mêmes s'amusent à rendre hommage à des œuvres de la pop culture avec l'animé. On peut citer par exemple JoJo's Bizarre Adventure, Sakura Chasseuse de cartes, Pop Team Epic, Goldo 13, et encore pas mal de références que je ne vous cite pas étant donné qu'elles ciblent plus le public japonais. D'accord. C'est une anecdote assez sympa, et surtout un moyen mémotechnique intéressant pour se rappeler quelles sont les faiblesses du type Psy. Le type Psy représente communément les pouvoirs psychiques, télékinésiques, bref, tout ce qui touche à la pensée et au cerveau humain. Il faut donc trouver des faiblesses au cerveau humain, et les plus grandes peurs irrationnelles des humains sont en général la peur des insectes, avec les araignées par exemple, donc le type insecte. Il y a aussi Vraiment? la peur du noir, peur très répandue chez les enfants, ce serait donc le type ténèbres. Et enfin, il y a la peur du surnaturel avec les fantômes, ou le concept même de la mort, ce serait le type spectre. La fat Pikachu. C'est en vrai ingénieux. Pikachu En vrai. fait référence à la conception Ah non, originale de Pikachu, qui est nettement plus rond. La table des types, c'est tellement un enfer que d'avoir moyen mémotechnique comme ça, c'est bien. La conception originale de Pikachu a été une source de blagues parmi les fans de Pokémon qui ont été ravis d'apprendre plus tard que la forme Gigamax de Pikachu dans Pokémon Épée et Bouclier ressemblait étrangement à Fat Pikachu. Pikachu est d'ailleurs obsédé par le ketchup, il en mange tout le temps au travers des saisons. À chaque petite occasion de passer à table, Pikachu se réserve une bouteille de ketchup rien que pour lui. Sur un passage où Pikachu mange du ketchup, il n'a plus ses joues qui sont rouges. La théorie veut que les joues rouges de Pikachu soient au final des taches de ketchup qu'il aurait oublié d'essuyer. Non, je déconne. Non mais là, ça abusait. Non, c'est abusé. La théorie, quoi. Là, je suis en train de dire, non mais là, ça va trop loin là. Pikachu est un des youtubeurs français les plus populaires et c'est le 2 mai 2021 qu'il postera sur YouTube une vidéo historique dans laquelle il ouvre une display set de base édition 1. Pour rappel, ça, c'est un booster de cartes Pokémon. Tu en trouves vendu à l'unité dans les grandes surfaces. tellement magasins envie de faire jeux la ou les collection de bureaux ça, mais tabac. c'est tellement Tu peux cher. aussi acheter toutes sortes de coffrets cartonnés, de boîtes métalliques, de jouets contenant des boosters. Ouais, faut trouver un moyen de Pokémon, faire de la mais thune, hein. uniquement dans les grandes surfaces et les magasins de jouets. Pour ce qui est des Les bureaux grandes de surfaces tabac, mettent plus tu de ne boosters trouveras à. que des boosters à l'unité. Non. Et ces boosters Parce qu'en Ah, fait, c'est à rangés cause dans des des scammers, petites c'est à cause des boîtes cartonnées scammers. qu'on appelle Bah, des et des displays, vols aussi. qui ne sont distribués en Oui. France qu'à la presse, donc uniquement au bureau de tabac. Imagine maintenant, si tu veux acheter une display scellée, il faudra arriver au bureau tabac le bon jour de livraison avant que le buraliste ait ouvert le paquet. Et bien maintenant, imagine combien de personnes ont pensé à faire ça en novembre 1999, date de sortie des toutes premières cartes Pokémon en France. Combien reste-t-il à ce jour de display scellé de la toute première série de cartes avec le logo édition 1? Eh bien très peu, quasiment pas, tellement peu que la cote de ces displays a explosé. Et c'est pas étonnant de voir Michou en acheter une à 50 000 €. Mais c'est pas pour ça qu'on parle de record. Durant l'ouverture de cette display, Michou et les participants à la vidéo, dont David Lafarge Pokémon, youtubeur français qui s'est fait principalement connaître grâce à sa chaîne YouTube d'ouverture de cartes Pokémon, ils ont tous commencé à comprendre que quelque chose n'allait pas avec cette display. Et ça n'a pas loupé. Les displays de l'époque ne peuvent avoir que 12 cartes holographiques, à savoir des cartes brillantes. C'est même écrit sur l'emballage. 12, pas plus.
et la display de Michou en a sorti 14. C'est la seule fois dans le monde entier qu'on a pu assister à un tel phénomène enregistré. Moi, ça m'a cassé les couilles cette période. Ah bah... David Lafarge. C'est personnel? Ouais, je crois qu'il faisait pas des conneries en même temps. Vous avez découvert toute la phase De quoi? visible de Ça, c'est justement lui, là, non? C'est écrit Oui, David c'est lui. Lafarge. Oui, c'est David Lafarge. Je connaissais pas sa tête, hein. Je connais juste de nom. On va faire trempette. Oui, oui. Et on va découvrir juste ce qu'il y a sous la surface de l'eau. Amusez-vous. J'avais pas fait gaffe, en fait, ils font participer pas mal de monde, en fait. Ouais. Ouais, moi, le truc qui m'a cassé les couilles, c'est que... désolé du terme en tout cas, c'est que je suis collectionneur et voir la collection résumée à ça vaut cher, ça me fait chier en fait. Un des plus grands mystères de tous les jeux Pokémon est toujours Bah pas oui, résolu mais aujourd'hui, oui, enfin, je c'est la comprends fille très bien, fantôme mais dans l'immeuble c'est Philips surtout parce que dans ça vaut Pokémon cher que XY. les Une gens jeune s'y mettent. fille Hein. fantôme surgit Ouais, sans c'est pour prévenir, ça. derrière le joueur, qui se retrouve figé sur place. Après être apparu mystérieusement, le fantôme contourne notre personnage sans animation de marche, s'approche du bord de l'écran, puis lâche le fameux message « Ce n'est pas toi que je recherche », avant de disparaître. Dans une interview au Glauque. site américain Kotaku, Oui. Junichi Masuda, réalisateur des jeux principaux Pokémon depuis les épisodes Game Boy Advance, a fait semblant de découvrir la fille fantôme quand un journaliste lui en a montré les images. Le mystère resterait donc entier. Bah c'est ça, oui. Sauf Oh, si bizarre. j'ai une théorie à vous présenter sur l'identité de cette fille fantôme, chose que je ferai un petit peu plus tard dans cette vidéo, donc patience. On va peut-être des réponses dans Pokémon Zelda. Les Pokémon Bugs sont des Pokémon apparus pour la première fois dans les jeux Game Boy, mais qui n'ont pas pour but d'être montrés aux joueurs. Ils sont appelés ainsi car leur rencontre est issue d'un bug ou d'une triche. Les Pokémon Bugs peuvent être prévus par les développeurs, ils servent par exemple à remplir les espaces vides dans l'index interne qui répertorie les espèces de Pokémon, comme Missing No, qui comme son nom l'indique, c'est un numéro manquant. Missing Number. Il existe plusieurs Missing No différents avec plusieurs formes différentes en fonction de la méthode utilisée pour les faire apparaître, mais la version la plus connue reste celle-ci. Ce Pokémon est de type normal et de type Bird, c'est le seul Pokémon à avoir ce type qui est sûrement la version bêta du type Vol. Mais il existe aussi d'autres Pokémon Bug dits accidentels qui n'ont jamais été programmés par les développeurs et dont l'existence est due au jeu qui, pour éviter un plantage, crée un Pokémon de toutes pièces avec des informations prises dans la mémoire. Il existe énormément de Pokémon Bugs sur les premières versions des jeux Pokémon. Dans Pokémon Or et Argent, on retrouve aussi des Pokémon buggés, mais leurs noms ici sont plus simples à écrire puisque ce sont simplement des points d'interrogation. On peut aussi trouver l'œuf buggé dans ces versions, il condamne le dresseur à stocker indéfiniment cet œuf dans son équipe ou dans son PC car il ne peut pas être relâché. La troisième génération de jeux Pokémon double le nombre de points d'interrogation dans les noms des Pokémon buggés. La quatrième génération, elle, mettra en scène DP-Box, mais les joueurs préfèrent l'appeler le Bulbizarre chromatique invisible, étant donné qu'il fait l'animation des Pokémon chromatiques en début de combat et qu'il possède le cri de Bulbizarre. D'accord. J'aime bien les Missing No. Le C'est marrant d'en Pokévirus, faire ou bien apparaître. le virus Pokémon est un virus qui peut contaminer les Pokémon dans les jeux vidéo. Écoutez bien ce que je vais vous raconter parce que tout ça, c'est réel et pourtant très peu connu. Pour qu'un Pokémon attrape ce virus, il faut qu'il combatte un Pokémon peu connu, déjà contaminé par le Pokérus. Tu fais un peu de Mais stratégie, les Pokémon sauvages rencontrés ont une chance sur 21 845 d'être contaminés. Il n'est malheureusement pas possible de savoir si tel ou tel Pokémon rencontré est contaminé. La première fois que le joueur soigne son équipe dans un centre Pokémon et qu'un de ses membres est contaminé, l'infirmière Joël informe le joueur qu'un de ses Pokémon est contaminé. Bien qu'il soit qualifié de virus, le Pokérus est bénéfique. Il permet aux Pokémon de devenir plus forts rapidement car il double les IV gagnés en combattant les autres Pokémon, Les EV. ce qui augmente les stats gagnées en montant de niveau. Un Pokémon ne peut pas rester infecté au Pokérus très longtemps. 1 à 4 jours dans les premières générations et seulement 1 jour dans les suivantes. Il est théorisé, dans le lore de Pokémon, que le Pokérus a une origine extraterrestre, probablement liée à Deoxys. Bon, Deoxys, c'est un Pokémon que je connais très mal vu Pendant qu'il une arrivait longue période beaucoup des plus années tard. 2000, une partie de la Ouais. sphère chrétienne rend le jeu Et Pokémon arrive en troisième pied, ouais. responsable de ce qu'elle considère comme les nouveaux maux. Violence des jeunes et Il est désintérêt très peu religieux. représenté Aux quand j'y États-Unis, pense à plusieurs Deoxys. associations religieuses vantent les mérites d'une action contre Pokémon. En France, la vidéo d'une internaute interpelle sur les dangers que le jeu de cartes Pokémon représente pour l'âme Oh des là là enfants. là là. C'est Satan qui propose
Pardon. Oh, les cinglés. Je m'en souviens de la vidéo d'Antoine Daniel ou de Mathieu Sommet. Pokémon avait fait beaucoup de bruit à l'époque, surtout aux États-Unis. Le fait de faire un lien entre Pokémon et Satan, c'était un sujet de société très sérieux, mais c'est quelque chose dont on n'entend plus du tout parler aujourd'hui. Mais à que les gens l'époque, ça arrêtent d'être existait cons. réellement. oui. Lorsqu'on combat Blue dans l'océan, il possède un Ratatak. Une fois le combat terminé, Blue se précipite pour sortir, sûrement pour aller soigner ses Pokémon blessés. Et quand on le retrouve à l'avant-ville, dans la ville connue pour son cimetière de Pokémon décédés, Blue n'a plus de Ratatak. Il a seulement 5 Pokémon. Et il nous demandera si on sait ce que ça fait d'avoir un Pokémon mort. C'est méga triste ça. Ouais, c'est triste. Le 22 novembre 1997, une première démo jouable de Pokémon Or et Argent. On est tellement en présentée au enfoiré avec Space Blue dans le World jeu. 97. Longtemps considéré comme un trésor perdu, le 26 mai 2018, un utilisateur anonyme a mis en ligne de manière inattendue les ROM des démos pourtant introuvables. Cette fuite est due à un piratage du réseau interne de Nintendo. Ces ROM permettent d'accéder à l'entièreté du jeu dans sa version bêta, ce qui nous permet entre autres de voir les sprites des Pokémon que nous connaissons dans leur forme et couleur d'origine, comme par exemple Celebi, Incroyable. un design clairement basé sur Kokopelli, un dieu de la musique amérindien. Celebi a ensuite été revisité dans un autre motif amérindien, puis finalement dans le Celebi que nous connaissons aujourd'hui. La bêta J'aime bien a ce genre surtout de permis théorie. de découvrir des Pokémon qui ne sont au final Moi, Ça ce donne genre mal au de crâne là, ce qu'il fait là. sont une mine d'or pour tout fan des jeux Pokémon. On peut par exemple voir que les starters feu et eau étaient différents, que Mentali était de couleur jaune, voire blanc, Ah, je que vois ça. Coquillas, évolué après avoir mordu la queue d'un Ramolos, devait être un Pokémon à part entière. Il devait y avoir une évolution à Scarabrute. Je vous invite fortement à prendre le temps de bien regarder chaque sprite. Oh là là, C'est il y en a, ils font peur, incroyablement intéressant. Bien qu'elles ne semblent pas avoir grand chose en commun, figurez-vous que les séries Silent Hills et Pokémon ont bien failli se croiser, et ce dès Pokémon Or et Argent. La ville de Ah départ ouais. du héros ne s'appelait pas Bourgeon, mais Silent Hills. Le nom a été changé sans réelle explication, mais il s'agissait sans doute d'éviter un conflit avec le jeu vidéo Silent Hill qui est sorti durant le développement de Pokémon Or et Argent. Ça aurait pu être très très marrant. C'est pas seulement une carte Pokémon qu'on lit avec Pikachu volant, c'est une représentation de Pikachu qu'on retrouve dans la cinématique d'introduction de Pokémon Jaune sur Game Boy sortie en 2000 en Europe. Surf étant une capacité de type eau, un Pokémon de type électrique comme Pikachu n'est pas censé pouvoir la prendre. Pourtant, après avoir fini le jeu Pokémon Stadium sur Nintendo 64 avec un Pikachu dans son équipe, le jeu nous récompensait en lui apprenant la capacité Surf. Et ce Pikachu-là pouvait ensuite être envoyé sur les versions Game Boy via le transfert pack qui se branchait à l'arrière de la manette. Une fois dans le jeu, Pikachu avait son propre sprite lorsqu'il nageait sur l'eau. Le fait de posséder ce Pikachu surfeur dans son équipe permettait de débloquer un mini-jeu en parlant aux résidents de la maison se trouvant sur la plage du chenal 19. Trop bien. Le Pikachu surfeur continuera de faire des apparitions tout au long des jeux vidéo, dans l'animé, dans le manga et dans le jeu de cartes. Le Pikachu volant, possédant donc la capacité vol, est moins connu que le Pikachu surfeur, mais lui aussi aura droit à ses hommages plus discrets, jusqu'à l'heure où j'écris cette vidéo avec l'annonce de la Terra cristallisation. D'ailleurs, en parlant de variantes de Pokémon, il y a aussi le cas de Pichu. Et c'est Alors, avant la il sortie ne de la vole pas, 9G. il ne surfe pas non plus, mais il a 3 épis à l'extrémité de son oreille gauche. Cette version de Pichu existe uniquement dans Or et Argent, suite à un event particulier. Le 12e film Pokémon met en scène ce fameux Pichu 3 épis, et il sera même un costume alternatif de Pichu dans le jeu Super Smash Bros. Et à la toute base, ce Pichu, il aurait dû être tout blanc. On le découvre dans l'autobiographie de la doubleuse de Pichu 3 épis. Elle dévoile même son concept art. Pour en revenir à Pikachu Surfer, j'aimerais parler de Puka. C'est un Pikachu appartenant à Victor, apparu uniquement dans l'épisode 67 de l'animé Pokémon. C'est le tout premier Pikachu surfeur à faire son apparition, et ce n'est pas un Pikachu ordinaire. En plus d'avoir les yeux bleus, on nous explique que contrairement aux autres membres de son espèce, Puka est capable de ressentir les vagues de l'océan, leur amplitude et leur vitesse, et ce, à Ça, c'est stylé, plusieurs ça. kilomètres de lui. Et à cette occasion, son corps génère une aura bleutée. Alors, il est tout à fait possible que ce Pikachu soit un Pikachu d'Alola, la forme spécifique de cette région, dans laquelle existent les Raichu d'Alola qui surfent eux-mêmes sur leur propre queue. Il se peut que la race des Pikachu d'Alola ait disparu sans impacter celle des Raichu d'Alola,
et que Puka en soit le dernier représentant, introduit par Pokémon 18 ans en avance. Maintenant, Ça, qu'en c'est stylé. est-il de Pichu? Eh bien, un événement sur Pokémon Emerald n'aura finalement jamais vu le jour, dans lequel un PNJ offre aux joueurs un œuf qui, une fois éclos, permettait d'obtenir un Pichu avec la capacité Surf. Une théorie sympa qui veut que Kulbutoke ne soit pas le Pokémon qu'on pense, que son corps tout bleu ne soit pas réellement un corps, mais juste un leurre, un punching ball, un sac de sable. Ah oui, Ça que c'est expliquerait d'ailleurs pourquoi Kulbutoke la est base plein du truc. d'endurance et réagit si peu quand on l'attaque. Parce que ce que l'on voit, en bleu, n'est pas son vrai corps. Le vrai Pokémon est en fait sa queue, qui a d'ailleurs des yeux. Il est là le vrai Kulbutoke. Le Pokédex nous dit. Il cherche désespérément à cacher sa queue noire. Certains pensent qu'elle renferme un secret. Le design de la queue de Kulbutoke, plus particulièrement de Okeoke, fait penser à un Zarbi, un corps tout noir, un seul œil au milieu, et lors de son évolution, il obtient 2 yeux, chose que les Zarbis ne peuvent pas faire. Il évoluerait donc uniquement grâce au déguisement de Okeoke, un peu comme Ramolos qui ne peut évoluer que si un coquillasse lui mord la queue. Ok, il y a vraiment des Le trucs stylés sexe quand des même. Pokémon est un sujet abordé Oui, il y a dès des la trucs première stylés. génération, avec Nidoran mâle et Nidoran femelle. D'ailleurs, le Quand tu livre cherches un peu dans officiel japonais Pokémon, Pokédex raconte que tu vois qu'ils Nidoran ont quand même de femelle peut bonnes donner idées naissance à des bébés Nidoran, sur le design ou et des mis trucs à comme part ça. dans une publicité pour des crayons, on ne reverra jamais les bébés Nidoran. Pour en revenir à la sexualité des Pokémon, dans la deuxième génération, Faut qu'il arrête de faire certain ça. nombre de Pokémon se sont vus attribuer un sexe féminin ou masculin, avec une particularité physique pour se distinguer. Sexe qui leur permet de se reproduire et de créer des œufs. Il y a aussi des Pokémon qui ne peuvent qu'être mâles et d'autres qui ne peuvent qu'être femelles. On peut penser qu'étant une société japonaise et de ce fait conservatrice, Pokémon Company ne prendrait pas de risque en allant plus loin sur les sexes et les genres de ces personnages. Et pourtant, c'est tout l'inverse. Canon désigne une classe de dresseurs apparue dès la première génération. Son apparence est celle d'une femme faisant des effets de charme. Un des canons rencontrés dans Pokémon X et Y, Nova, est canoniquement une femme transgenre. Elle déclare qu'elle était auparavant ceinture noire. Karate King dans la version japonaise. La classe Karate King est une classe réservée aux hommes. Le dialogue japonais fait clairement référence au pouvoir de la science médicale, ce qui implique que Canon a fait une transition à l'aide d'hormones et ou de chirurgie. Dans Pokémon Go, la dresseuse blanche, représentante de l'équipe bleue, a été officiellement définie comme non-binaire par Pokémon Company. Elle est aujourd'hui désignée par le professeur Willow avec le pronom neutre Zair au lieu de here ou is. En français, bien elle qu'ils aient est fait ça. désignée avec le pronom elle, étant donné que l'Académie française n'a toujours pas accepté le pronom neutre yel à l'heure où j'écris cette vidéo. Ok. Même si là on regardait sous l'eau, on avait encore Oh, la tête qui attention. flottait un petit peu à la surface. Mais C'est ça. il faut descendre maintenant, mais doucement. On reste au niveau de l'eau, on a le temps et surtout beaucoup de choses à voir. Il se peut qu'initialement, Arcanin ait été pensé pour être un Pokémon légendaire de la première génération. Déjà parce que le Pokédex stylé. lui-même le décrit comme étant légendaire, et ensuite parce qu'il apparaît sur un tableau J'aime beaucoup aux côtés de Arcanin. Sulfura, Elector et Articodin dans le deuxième épisode de l'animé Pokémon. C'est un arcanin. Le livre Pokédex, sorti en 1996, uniquement au Japon, et traduit que récemment en anglais, désigne ces 8 Pokémon-là comme étant légendaires, entre guillemets. C'est tout? Noix de Coco fait partie des 151 premiers Pokémon, mais une forme alternative de ce Pokémon est apparue avec la région d'Alola en 2016. Pourtant, le Noix de Coco d'Alola, J'aime bien celui-là. avec un coup immense, avait déjà fait une première apparition en 1997, soit 19 ans avant sa révélation officielle, sur les boîtes contenant des boosters japonais de cartes Pokémon de l'extension Jungle. Superbe foreshadowing de la part de Pokémon. Et c'est pas le premier foreshadowing. Je pense qu'ils l'ont pas qu'on fait aura. exprès. En En fait. 1998, dans les jeux rouges et bleus, un personnage nous parlera d'un Pokémon trapu, de couleur rose, avec un pattern de fleurs sur le corps. Et 12 ans après, Pokémon nous dévoilera Munna, un Pokémon trapu, de couleur rose, avec des fleurs dessinées sur son corps. En 2008, des scientifiques japonais ont découvert une protéine essentielle à la vue des humains et des souris. Ils ont nommé cette protéine nouvellement découverte la Pikachurine. Car, tout comme Pikachu, la Pikachurine a des mouvements ultra rapides et des effets électriques choquants. De plus, cette protéine concerne à la fois les humains et les souris, et Pikachu étant défini comme étant une souris électrique, la boucle est bouclée. Vraiment, c'est comme ça que c'est créé?
Vous vous rappelez de la guerre des pixels sur Reddit et l'engouement que ça a créé en France et au travers des communautés francophones? Eh bien, en 2014, on a vécu un événement similaire dans le monde avec Twitch Plays Pokémon. Une partie de Pokémon en direct sur Twitch où n'importe qui pouvait contrôler le jeu. J'aime beaucoup les mèmes qu'il y a autour de cet événement. Le bazar que ça a été, sachant que le décalage entre le stream et le chat était de 30 secondes à l'époque. Le jeu a été terminé au bout de 16 jours et l'événement avait réuni plus de 120 000 personnes. Et pour 2014, c'est un nombre faramineux. Une vidéo entièrement dédiée à Twitch Plays Pokémon serait nécessaire pour raconter toutes les catastrophes qui sont arrivées pendant cette aventure. Le jeu qui reset, les Pokémon relâchés, les 10 heures passées pour traverser ce chemin, le labyrinthe du QG de la Team Rocket, le tunnel de Rattata, le vendredi sanglant, etc. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le Lord Helix. Arrivé au Mont Sélénite, le joueur a le choix entre deux fossiles, celui de Kabuto et celui d'Amonita. Le chat choisira celui d'Amonita, le fossile Nautile, qui en anglais se dit Helix. Dans la confusion qui règne sans cesse dans le jeu, à chaque pas, quasiment, le menu Start était ouvert. Et avec le délai du chat Twitch, le jeu allait se balader dans le sac du joueur. Et très souvent, des objets étaient perdus ou des potions étaient utilisées. Mais à partir du moment où le fossile Helix avait été récupéré, il a été placé en haut de la liste des objets, et c'était très souvent cet objet que la communauté Twitch essayait d'utiliser malgré elle. Le fossile étant un objet inutilisable en soi, le jeu rappelait sans cesse aux joueurs et à la communauté Twitch que l'objet n'était pas utilisable à ce moment-là. C'est alors que s'est créé le plus grand mème de Twitch Plays Pokémon. Une religion autour d'un nouveau dieu. Lord Helix, une entité supérieure vers laquelle se tourne le personnage chaque minute, chaque seconde, en quête de réponse. L'entièreté du chaos de la situation et l'imagination des viewers a créé tout un lore autour de cet événement, marquant ainsi les esprits de chaque viewer, moi-même y participant à l'époque. J'y repense aujourd'hui avec nostalgie, c'était un de ces grands moments que partage tout l'internet mondial. Ça va, c'est marrant ça. Ouais, c'est génial le Twitch. C'est une anecdote assez courte, mais le tout premier jeu Pokémon, posant les bases de la série, a évidemment fait des erreurs, que ce soit dans son histoire, ses dialogues, ou même ses sprites de Pokémon, comme attention, Crustabri, Neunef, attention, pause. Je viens me rechercher un café, pardon. Je vais aller aux toilettes, j'arrive. Et les pieds ont été modifiés pour pas mal de Pokémon qui ont vu leur nombre de doigts diminuer, comme Spectrum, Grolem ou Rattatak, ou alors Heureux. Les retours, c'est bon? Oui, vas-y. alors augmentés, comme Monsieur Mime ou Pikachu. Dodrio et Elector ont eux gagné une griffe à leurs pattes, sûrement pour correspondre logiquement à Articodin, Sulfura et Dodio, qui eux en possédaient toujours 4. Mais la toute première erreur, chronologiquement si je puis dire, de Pokémon, arrive au bout de 5 secondes de jeu. Seulement, le Nidorino qui nous est présenté par le professeur Chen, dans l'intro du jeu, fait le cri d'un Nidorina.
Aïe, 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 aïe. D'ailleurs, ce Nidorino appartenant au professeur Aïe, Chen aïe. est le même Nidorino qu'on voit dans l'introduction des jeux Pokémon et aussi dans l'introduction du premier épisode de l'animé de Pokémon. C'est un combat que mène le professeur Chen contre un ectoplasma, et c'est l'ectoplasma de Agatha, puisque on l'apprendra plus tard dans les mangas, mais le professeur Chen, avant d'être professeur, était considéré comme un des plus grands dresseurs Pokémon du monde, et Agatha elle-même dans certains jeux nous dira qu'elle était la rivale du professeur Chen. Trop bien. Je connais pas du tout Agatha, mais trop bien. Durant tout l'animé Pokémon, C'est une il est conseil constamment accompagné d'un En personnage gros, l'un féminin. des Masamitsu dresseurs que tu affrontes à la réalisateur fin et du jeu. scénariste pour l'animé Pokémon, a expliqué la présence de personnages féminins et surtout le fait qu'elles changent fréquemment, car selon lui, les jeunes garçons qui regardent l'animé ont besoin d'un petit bonbon pour les yeux. Sous-entendu, Oh là là. les personnages féminins de Pokémon Ah, ont c'est été tellement pensés pour sexiste. plaire et être attirants aux yeux des enfants, pour leur donner envie de continuer à regarder la série. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez de cette histoire, mais je dois admettre que quand j'avais entre 10 et 12 ans, j'appréciais énormément le personnage de Flora. Je ressentais pour elle ce que certaines personnes peuvent Mais ressentir c'est juste parce qu'elle aujourd'hui était pour leur cool, rôle c'est ou pas leur à cause de son Istanbul, design. à savoir une attirance physique et des sentiments se rapprochant de ceux de l'amour. Oui, ça a marché, sur moi en tout cas. C'est chiant quand même. Hein. Les cartes narratives sont des cartes Pokémon qui racontent des histoires quand tu les as assemblées. J'aime beaucoup. Vous avez peut-être déjà Ah connu oui. comme moi avec les cartes Posipi et Negapi, qui souvent mettent en scène l'un des deux Pokémon et l'autre en arrière-plan, et puis après c'est l'inverse sur l'autre carte. Eh bien, il y a des cartes Pokémon qui vont vous raconter une histoire. C'est quelque chose qu'on retrouve plusieurs fois dans l'extension Trésor légendaire de 2013. ouais. Par Ça, exemple, j'aime ça, par la contre. ligne évolutive de Gruicui, qui montre une famille qui s'agrandit en même temps que l'évolution du Pokémon. Je trouve Toujours ça dans la même tellement extension, mignon, la par carte contre. Natu montre deux Natu qui souffrent à cause de la neige qui leur tombe dessus, et on peut les retrouver au chaud dans la crinière d'un frison qui est venu les chercher. Un Reptincelle qui, s'accroupissant pour regarder des baies au sol, crame l'aile d'un Tilton. Même Tilton qu'on retrouvera sur sa propre carte, tout en colère, l'aile noircie par la brûlure, et Reptincelle en arrière-plan, gêné C'est de pour ça que l'accident. j'aime pas Regardez ce les pauvre youtubeurs qui font miasme des abandonné dans une décharge, se des nourrissant ouvertures de de cartes ou détritus. très peu. Heureusement, un Fion viendra Parce qu'ils le vont jamais chercher. s'intéresser Nous à des trucs comme partirons ça. ensemble sur le dos d'un pingoléon traversant la mer. On retrouve l'idée du temps qui passe aussi avec la ligne évolutive de Salamèche dans l'extension XY Génération. Des exemples de cartes narratives, il en existe encore d'autres. Je voulais juste vous le faire remarquer. Prenez le temps d'étudier chaque illustration de carte les prochaines fois que vous en voyez. Il y aura peut-être des Oh, ça, c'est secrets cool qui s'y aussi. cachent. J'avais déjà remarqué ça quand j'étais petit. Il y en avait déjà Lee à cette époque. Reader, Ouais. je m'excuse pour la prononciation anglaise, c'est un lecteur de cartes spéciales nommé iCard pour la Game Boy Advance fabriqué par Nintendo, sorti au Japon en 2001. Cet appareil n'est jamais sorti en Europe. Hein. Il sert principalement à débloquer des niveaux spéciaux et des objets grâce à la lecture des cartes. Par exemple, dans Ruby et Saphir, Le tout premier certaines Cronus, c'est ça? cartes permettent de se battre contre de nouveaux dresseurs, d'obtenir des baies exclusives au jeu ou d'obtenir le pass Éon qui permet d'aller capturer Latios ou Latias. Le jeu de cartes Pokémon à collectionner a pendant une période été utilisé comme e-card au Japon et aux États-Unis. Ça explique pourquoi en France, même si on n'avait pas d'e-reader, les extensions Expédition, Aquapolis et Skyridge ont aussi des grosses bordures jaunes avec un effet de code barre sur le côté de la carte. J'en avais une Arcanin comme ça. J'ai jamais fait gaffe. En fonction des versions, Je crois que Koga j'avais et vu. Janine sont tous deux les champions d'arène de Paramani, et tous deux basent leur stratégie sur les Pokémon de type poison. Et puis dans la ville de Safrania, tu peux combattre la dresseuse d'arène considérée comme étant la maîtresse des Pokémon Psy, capable de faire léviter des Pokéballs autour d'elle, Morgane. Maintenant que vous savez ça, ce qui paraît bizarre, c'est que Morgane, spécialiste du type Psy, Une carte porte le insupportable badge dans marée CG quand Pocket, elle est vaincue. Morgane au Et les passage. deux là, les deux spécialistes du type poison. T'as parlé complètement en même temps, j'ai compris. T'as dit quoi, toi? J'ai dit une carte insupportable Morgane dans TCG Pocket. Ah ouais? Elle te force à choisir un Pokémon à remettre en actif. D'accord. Ok, oui, donc ça va être carte d'un adversaire. Ok, ok. Mais Ouais, la carte de l'adversaire. bah, c'est une carte qui peut être chiante pour moi, du coup, avec mon set que j'ai depuis le début du jeu, c'est-à-dire... Ah putain, je sais plus comment il s'appelle ces Pokémon. Le duo de Pokémon plantes, là. Il y en a un, il faut que tu le... Il y en a un, il Oui. faut que tu le fasses évoluer 3 fois, et en fait, il te double les spé plantes. Enfin, tu sais, Ah, le Majaspic plan. et Celebi. C'est ça. Ok. C'est- Bah, j'ai le même. En fait, Et c'est tellement fort, tu roules sur tout. Oui. D'ici là que tu as un petit peu de chance et que tu le récupères vite. Bah voilà, j'essaie d'en récupérer un deuxième de Celebi. Ah, j'ai déjà 2, moi. Et... Oh!
Bah, j'ai le, Ah non, de, mais ba- c'est j'ai pas. le de base et le spécial. Bah, tu sais, celui avec la carte hyper stylée. L'immersive. Ouais. L'immersive. Ouais. Bah, moi, j'ai un set avec Suicune parce que dans la dernière extension, ils ont sorti un avec Suicune qui, plus il y a de Pokémon sur le tombant et sur le banc adverse, plus il fait de dégâts. Donc tu le couples avec Amphinobi et c'est un massacre. Ouais, j'imagine, ouais. Mais il y Sauf a quand, des quand la trucs forts personne. dedans. Sauf quand la personne elle est au courant de la stratégie et qui met aucun Pokémon sur le banc. Tu fais que 62 dégâts, tu fais yes. Mais je pense que le jour où tu peux créer des cartes, tu sais, des cartes Pokémon avec des effets immersifs comme on a sur le TCG Pocket, putain, ça changerait le monde, hein. Ça ferait des trucs de fou avec, peu importe le jeu, hein, pas forcément avec Pokémon, mais alors, t'imagines tes cartes Yu-Gi-Oh, tes cartes putain, Magic. Mm. Oh, ça serait une dinguerie. Bref, revenons. Ouais, dans la revenons vie à réelle, tu veux dire. T'offres le badge Ouais, oui, âme. oui, c'est ça que je veux dire. Alors que jusqu'à C'est un peu façon, un peu ce qu'on peut voir dans Harry Potter en fait. Oui, je vois. Un peu comme dans tous les tableaux du château là. Incroyable. Tu sais, même pas une scène gigantesque, juste quelques secondes, mais que sur une carte de la taille d'une carte quoi. maintenant, tous les badges reçus étaient en accord avec la stratégie. En fait, excuse-moi, je recoupe encore, mais t'es là, tu ouvres ton classeur de collection que tu montres à tout le monde, et là, tu vois tous tes Pokémon en relief et qui s'animent là. Oh, tellement stylé. Stratégie des champions d'arène, le badge roche pour les Pokémon roche de pierre, le badge cascade pour les Pokémon eau de ondine, le badge foudre pour les Attends, Pokémon du coup, je électriques reviens sur fabriqués ça parce par que j'ai pas Nintendo, compris ce qu'il disait. sorti au Japon en 2001. Cet appareil n'est jamais sorti en Europe, hein. Il sert principalement à débloquer des niveaux spéciaux et des objets grâce à la lecture des cartes. Par exemple, dans Ruby et Saphir, certaines cartes permettent de se battre contre de nouveaux dresseurs, d'obtenir des baies exclusives au jeu ou d'obtenir le pass Éon qui permet d'aller capturer Latios ou Latias. Le jeu de cartes Pokémon à collectionner a pendant une période été utilisé comme e-card au Japon et aux États-Unis. Ça explique pourquoi en France, même si on n'avait pas d'e-reader, les extensions Expédition, Aquapolis et Skyridge ont aussi des grosses bordures jaunes avec un effet de code barre sur le côté de la Ça, carte. c'est pas resté longtemps du coup. Hein. Non. 2002, je voyais sur les cartes. En fonction des versions, Koga et Ouais, Janine ça doit sont être ça, tous ça deux a les sorti champions de- d'arène de Paramani. Et tous deux basent leur de stratégie trajet. sur les Pokémon de type poison. Et puis dans la ville de Safrania, tu peux combattre la dresseuse d'arène considérée comme étant la maîtresse des Pokémon Psy, capable de faire léviter des Pokéballs autour d'elle, Morgane. Maintenant que vous savez ça, ce qui paraît bizarre, c'est que Morgane, spécialiste du type Psy, t'offre le badge marée quand elle est vaincue. Et les deux là, les deux spécialistes du type poison, ils t'offrent le badge âme. Alors que jusqu'à maintenant, tous les badges reçus étaient en accord avec la stratégie des champions d'arène. Le badge roche pour les Pokémon roche de pierre, le badge cascade pour les Pokémon eau de ondine, le badge foudre pour les Pokémon électriques du Major Bob, etc. On peut donc penser que les badges marée et âme ont été inversés, et que cette erreur n'a jamais été corrigée. Pikachu et Raichu étaient initialement censés avoir une troisième évolution dès la première génération. Ah, j'aimerais bien savoir. Gorochu. Un espèce Oh. de Raichu plus rougi, avec 2 cornes, plus de motifs électriques sur le corps et un aspect plus menaçant. Et l'idée n'a pas été Ça a été faite par découvert manque de place récemment, dans je les crois. cartouches Game Boy. Et Pichu s'étant ajouté à la ligne d'évolution de Pikachu, il n'était plus possible d'ajouter de 4e Pokémon dans leur famille. Et je trouve que c'est dommage que cette idée ait été abandonnée. Ça aurait été cool d'avoir une forme finale beaucoup plus puissante de la mascotte de Pokémon. Ça aurait pu devenir à la limite une méga évolution de Raichu ou une forme Dynamax ou même, je sais pas, une version d'Alola ou de Galar ou d'Issui. Mais non, Pokémon n'a jamais remis l'idée de Gorochu sur la table, malheureusement, bien que la version shiny de Raichu ressemble très légèrement à la couleur de Gorochu. Ouais. Ouais, pour les coups, ils aiment bien. Hein. Le Porygon de base évolue en Porygon 2, ou du moins obtient sa mise à jour en Porygon 2 avec l'objet améliorateur, qui, comme son nom l'indique, améliore Son évolution, ses stats j'aime un et peu même moins, son hein. Je apparence, trouve moins qui joli. devient plus lisse et plus sphérique. Par contre, si on utilise l'objet regarde. CD douteux sur Porygon 2, il va là aussi Ah, c'est ça obtenir que ça une donne nouvelle mise à jour, mais le CD Ouais. douteux contenant sûrement des Ok. bugs ou des virus, J'aime bien a Porygon rendu Z. cette mise à jour de Porygon défectueuse, avec des répercussions sur son apparence. Sa queue étant en bas et pointant vers l'avant, tandis que ses anciennes pattes sont maintenant levées comme des bras, son buste est retourné et sa tête est inversée. Ce qu'on voit être une corne est en fait son ancien cou. Même le nom de Porygon Z est une version défectueuse du nom de Porygon 2. Ok, marrant. Les Pokémon légendaires ne peuvent se reproduire puisqu'ils sont uniques et asexués. Pourtant, une exception existe. Lugia.
Dans l'anime Pokémon, Sacha fait la rencontre d'une maman Lugia et de son enfant, lui-même plus petit, plus craintif. Et on ne sait pas comment ce bébé Lugia est venu au monde. Il ne ressemble pas aux autres Pokémon bébés qui sortent des œufs. Ce bébé Lugia a l'air d'être un enfant Lugia. On peut imaginer que la durée de vie des Pokémon légendaires est plus grande que celle des Pokémon classiques, donc cet enfant Lugia va mettre des dizaines, voire des centaines d'années avant d'atteindre sa forme adulte et prendre la place de sa mère. En parlant de Lugia, à la toute base, il a été créé comme étant une déesse de la mer, un Pokémon de sexe féminin, et il s'appelait Pokémon X. D'ailleurs, le concept art initial le représente avec un grand X sur le ventre. Et finalement, Lugia deviendra asexué, et le X sera retiré de son torse, mais il en reste encore un petit morceau dans sa version finale. Mais ça, vous l'aviez jamais remarqué. Ouais. Ok, on avance bien. Pour tout vous dire, là, on est à la moitié de l'iceberg. Mais attention, on n'est pas à la moitié La matière de son débardeur, putain, on a l'impression qu'il va partir à la piscine. à descendre. Ouais. Nous n'avons pas encore atteint le fond de l'iceberg, mais Bon, je connais pas du tout ce type. Hein. ouais, Moi non on s'y plus. rapproche. Ah si, je l'ai déjà vu passer, mais il a l'air insupportable. Dans Pokémon Rouge et Bleu, il est possible d'utiliser sa canne à pêche sur les statues à l'entrée de chaque arène Pokémon, et un Pokémon pourrait apparaître. Ma théorie, c'est que les arènes sont copiées sur le modèle de Azuria, qui est parcouru d'eau, et dans laquelle on peut pêcher des Pokémon. Les statues étant des murs invisibles ornés d'un sprite d'une statue, le jeu considère peut-être pas l'existence de la statue, et imagine que c'est un simple carré d'eau. Alors, ça reste quand même un obstacle pour le joueur, il ne peut pas utiliser Surf sur la statue, seule la longueur de la canne à pêche permet d'avoir accès à cette zone. D'ailleurs, en parlant des statues, elles représentent des rhinophéros, parce que c'est le tout premier Pokémon qui a été dessiné, imaginé pour le jeu et implémenté. C'est aussi pour ça que c'est un sprite aussi répandu dans les premiers jeux Pokémon. Dans les remakes, Pokémon Let's Go, Evoli et Pikachu, la statue a légèrement changé. Le Pokémon a dorénavant des ailes. Il n'est plus question ici d'un rhinophéros. C'est un Pokémon à ce jour encore jamais découvert, mais il sera aussi aperçu dans Pokémon Origins. Les internautes pensent qu'il peut s'agir de Giaoun, un des tout premiers Pokémon jamais créés, mais jamais intégré au jeu. Les sprites de la bêta de Pokémon Rouge et Bleu montrent Rhinophéros en Pokémon numéro 0, Giaoun en Pokémon numéro 1 et Kangourex en Pokémon numéro 2. Une préévolution à Giaoun avait été pensée, Giao, qui aujourd'hui représente la peluche de substitution quand un Pokémon fait l'attaque clonage. Giaoun, quant à lui, a sûrement inspiré la création de Tyrannosif en deuxième génération. Pour en revenir au sujet de la pêche, j'en profite pour vous partager cette info qui n'est pas forcément utile. Un jeu Pokémon se basant uniquement sur le gameplay de la pêche est sorti sur Nintendo DS uniquement au Japon en téléchargement en 2005. Et bien ce jeu, c'est le tout premier jeu Pokémon officiel à sortir dans un format uniquement numérique. C'est-à-dire ? Bien qu'il soit l'un des plus grands Pokémon existants à 14,5 mètres, Wailord est si léger pour sa taille qu'il flotterait dans les airs car il est moins dense. Wailord ne pèse que 398 kg, ce qui place son indice de masse corporelle à 1,9. Comment est-ce possible ? L'IMC optimal pour l'homme se situe entre 18 et 25. Et pour rester dans le même sujet, Cosmovum ne mesure que 0,1 mètre de haut et possède 999,9 kg. Il est donc le Pokémon avec le plus grand rapport masse-taille connu à ce jour. La raison pour laquelle Cosmovum est si lourd malgré sa petite taille est qu'il est basé sur une proto-étoile. Les proto-étoiles sont des bébés étoiles incroyablement denses qui ont une quantité étonnante de masse écrasée dans un tout petit espace. Et c'est assez étonnant du coup de voir Sacha porter Cosmovum avec une si grande facilité que ça. Mais Sacha est quelqu'un de très très fort, hein. C'est pas la première fois qu'on le voit porter des Pokémon qu'il n'est pas censé pouvoir porter aussi facilement que ce soit à bout de bras ou même sur sa tête. Hein. Les muscles de ce type. Hein. La question des animaux du monde réel dans l'univers de Pokémon a toujours été quelque chose de flou, car bien qu'on n'en voit jamais au premier plan, que ce soit dans les jeux ou l'animé, les animaux sont quand même présents dans le langage quand on désigne Pikachu comme étant une souris électrique, ou Grenouille comme étant une grenouille. Il se peut que les animaux aient existé, ou qu'ils soient les ancêtres des Pokémon qui auraient muté.
Mais dans l'animé, on peut voir des poissons dans un aquarium ou encore Sacha déguisé en vache. Les animaux sont aussi utilisés comme repas pour les dresseurs. Même sur une carte Pokémon de Boostiflore, on peut y voir un petit oiseau. Alors peut-être que les animaux existent dans le monde de Pokémon, mais les Pokémon sont tellement mis en avant, tellement exceptionnels qu'ils éclipsent totalement l'existence des animaux. Pour ce qui est de la nourriture, on sait par exemple que le Pokédex de Canartichaud dit qu'il est délicieux quand il est cuit avec son poireau. Alors ma théorie, je pense sincèrement que c'est comme nous, avec les lapins par exemple. Quand on voit un lapin domestique, on pense pas forcément au fait qu'il peut servir à nous nourrir, à être mangé. Eh bien, pour certains Pokémon, ce serait pareil. Certains sont mangeables, et ce serait pas forcément la première chose auquel on pense en les voyant, comme avec le lapin, et d'autres Pokémon sont juste intouchables, comme pour nous avec les chiens et les chats. Mais qu'est-ce que c'est? Le roi de toutes les carpes, un Magikarp. Et qu'est-ce que j'en fais? Je le mange? Regarde, il est en bonne santé. La bibliothèque de Joliberge nous dit: régalez-vous d'un Pokémon attrapé dans une mare ou un ruisseau. Remerciez-le pour ce repas et ne laissez pas de reste. Quand ses os sont blancs comme l'albâtre, déposez-les au point d'eau qui a vu naître ce Pokémon. Le Pokémon réapparaîtra bien en chair pour commencer une nouvelle vie. De ce fait, les lois de notre propre monde ne s'adaptent apparemment pas au monde des Pokémon. Et en parlant des animaux, le 3e film Pokémon, sorti au Japon en l'an 2000, avait à l'origine une intrigue complètement différente de la version qu'on connaît. L'intrigue originale aurait permis de comprendre justement pourquoi le monde est aujourd'hui habité par des Pokémon et qu'est-il arrivé aux animaux du monde réel qui existaient autrefois dans le passé. Cela aurait été amené à travers la découverte d'un fossile dans le monde Pokémon, le fossile d'un tyrannosaure du monde réel. Le fossile serait restauré à la vie, conduisant la créature à se déchaîner dans la région de Kanto. Sacha, Ondine, Pierre, Pikachu et la Team Rocket auraient passé le film à mettre fin au déchaînement du dinosaure. Les premières ébauches de Pokémon qui ont été présentées par le PDG de Pokémon Company sur la télévision japonaise en décembre 2018 sont assez fidèles aux Pokémon qu'on connaît, avec en plus des Pokémon qui disparaîtront en cours de développement, comme Omega, un Pokémon inspiré de Mega Godzilla, un kaiju des années 70, un des principaux ennemis de Godzilla. Le design qui a le mieux évolué, selon moi, c'est celui de Léviator. À la base, ça aurait dû être une larve géante sans yeux et avec une bouche énorme. Heureusement que oui. Hein. Une bouche énorme, on l'a gardé, mais il paraît moins bizarre maintenant avec ses yeux. Putain, au secours. Le faux professeur Chen. Dans la toute première série de cartes Pokémon, une carte dresseur mettait en scène un faux professeur Chen. On le reverra à d'autres reprises dans les extensions suivantes, et la première carte sera même réimprimée à l'occasion des 25 ans des cartes Pokémon. Le manga y fait aussi allusion à travers une illusion de Kadabra, et même James dans l'animé portera le déguisement du faux professeur Chen. Mais qui est ce faux professeur Chen ? Eh bien, c'était un personnage initialement prévu pour les jeux Pokémon Or et Argent. La démo de 1997 mettait en vedette un imposteur du professeur Chen. Il finira par être retiré du jeu final, mais gardera sa présence dans les produits dérivés. C'est pas forcément quelque chose que tout le monde a pu vivre. Et si c'est le cas, vous devez sûrement vous en souvenir. Dans Pokémon Earth Gold et Soul Silver, si vous y transférez un Arceus, vous débloquez... Alors, Arceus, c'est comme vous voulez, d'accord? Je vais sûrement alterner ma prononciation au cours de la vidéo. Si vous transférez un Arceus, vous débloquez un événement spécial, l'accès aux ruines Sinjo. Lieu où vous pourrez obtenir Dialga, Palkia ou Giratina au niveau 1. La cinématique de l'événement représente de manière symbolique la création de l'univers, et cette cinématique inclut des images de la vraie vie, de la vie réelle. C'est la première et dernière fois que ce type d'image est utilisé dans un jeu Pokémon. Erika, c'est la championne de l'arène de Céladopol dans la région de Kanto. Elle est spécialiste du type plante et nous permet d'obtenir le 4e badge. Mais le tout premier sprite officiel de Erika, apparu dans Pokémon Rouge et Bleu, a été modifié à la sortie de Pokémon Jaune. Dans son premier sprite, Erika porte son yukata refermé avec le côté droit par-dessus le côté gauche. Et dans les traditions japonaises, on habille les personnes décédées de cette façon-là précisément. La mise à jour du sprite de Pokémon Jaune inverse donc le sens du yakuta et habille Erika de manière normale. Ses yeux fermés, son expression neutre dans l'artwork officiel de la première génération, la Pokéball qui lévite entre ses mains, tout porte à croire qu'Erika a des pouvoirs surnaturels, voire même qu'elle est actuellement décédée devant nous. Dans son premier concept art, Erika était présentée comme étant la 5e de l'arène, et non pas la 4e comme aujourd'hui. Et sur la carte conceptuelle de Kanto, l'avant-ville a été pensée comme étant la 5e ville du jeu. Il est possible qu'Erika ait été pensée
initialement comme étant la championne d'arène de l'avant-ville. Les leaks de la bêta de la 1G montrent que Agatha, la spécialiste du type Spectre du Conseil des 4, n'était justement pas reliée au type Spectre. Elle aurait dû avoir dans son équipe un Pyroli, un Aquali, un Voltali, un Sac de Nœuds et un Tauros. Une raison de plus qui pousse à croire qu'Erika aurait dû être spécialiste des Pokémon Spectre. Miaou's Party, les turnovers, les changements de direction à chaque fois. Là. Elle a été créée par la même équipe qui a travaillé sur Pokémon Stadium pour montrer les capacités graphiques de la Nintendo GameCube, et elle présente Miaou's chantant et dansant sur scène avec plusieurs Pokémon dans le public. Bien qu'il y ait eu des spéculations à l'époque selon lesquelles cette démo aurait pu devenir un vrai jeu vidéo, rien de tout ça n'est arrivé. Peut-être parce que Game Freak estimait que le concept n'avait pas assez de poids pour un jeu à part entière. Cependant, il a finalement été implémenté dans le jeu GameCube Pokémon Channel à la fin du dessin animé dans le jeu sur les Pichu. Cringe. Carapagos est un Pokémon de 5e génération apparu en 2010. Pourtant, en 1997, la couverture d'un magazine japonais faisait apparaître sa version bêta, soit 13 ans en avance. À ses côtés, on pouvait voir une forme presque définitive de Tyrannosif, et enfin un Mélofée avec plusieurs pattes sous le nom de Spintop, qui deviendra après plusieurs ajustements Capoeira. L'artiste derrière ce dessin, c'est Ken Sugimori, créateur de l'apparence des Pokémon et graphiste général des jeux. Il expliquait à l'époque que ce n'étaient pas des Pokémon, qu'ils venaient d'un autre monde, comme des Pokémon, mais pas des Pokémon. Peut-être qu'ils viennent d'un univers parallèle. Au final, ces 3 non-Pokémon, eh ben, ils sont devenus des vrais Pokémon. Je voulais faire une blague, mais je me rappelais plus le nom du jeu. Arbok est un Pokémon qui ressemble à un serpent, avec des écailles violettes tout le long du corps. Il a un large capuchon sous sa tête où se dessine un motif qui ressemble à un visage énervé. Eh bien ce motif, il change en fonction de son environnement. Le Pokédex du jeu Pokémon Jaune, sorti en 1998, nous dit qu'il existe 6 motifs différents qui ont été recensés. Aujourd'hui, que ce soit à travers les jeux vidéo ou les cartes Pokémon, on a pu voir évoluer le dessin sur le torse de Arbok au fil des années. Ça c'est trop bien. Ce genre d'infos c'est trop bien. J'ai passé une grande partie de mon enfance entouré de Pokémon, que ce soit avec les jeux, les cartes ou l'animé. Et quand je suis rentré en maternelle, mon sac à dos, c'était une grosse peluche de Pikachu. À savoir qu'à l'époque, c'était pas forcément les doudous qui mangeaient gâteau. Cool d'aimer les jeux vidéo. Ça arrive à tout le monde, je crois. À me déguiser en Mario au carnaval, vu que je passais le plus clair de mon temps sur Mario 64. Les jeux vidéo étaient ma grande passion. Je ne pensais qu'à ça. Mais à côté, j'ai eu aussi plusieurs jouets Pokémon qui, je pense, vont débloquer des souvenirs à certains d'entre vous. Déjà avec McDonald's. À l'époque, on ne distribuait pas des cartes Pokémon comme aujourd'hui, mais je me rappelle des toupies Pokémon. Il y avait plusieurs. Oh, le retour en arrière en voyant les toupies là. Billes Pokémon. Sur chaque bille, il y avait un Pokémon et son nom et son numéro de Pokédex. Et à côté, on avait un lanceur de billes à la forme de Pokéball. Il y avait des Waps à l'effigie de Pokémon et des Pogs aussi. Des balles rebondissantes avec des figurines de Pokémon à l'intérieur. Je me rappelle en avoir découpé une pour récupérer un Pikachu, mais genre à la force de mes dents, je me souviens, je mangeais la balle pour récupérer la figurine. Un Pokédex, un jouet électronique fidèle à celui de Sacha de l'animé, à clapper. J'ai de gros souvenirs sur les stickers Pokémon qu'on collait dans un magazine avec le poster associé. Il est resté accroché à un mur de ma chambre pendant presque 10 ans. J'avais un Tamagotchi Pikachu. J'ai passé des heures à le remuer avec ma main pour simuler le mouvement de la marche, puisque c'était un podomètre. Et je jouais à la loterie, je le regardais manger, se prendre une douche, faire des jeux, regarder la télé, prendre un bain, faire du vélo ou de la voiture, jouer du piano, etc. D'ailleurs, ce petit Tamagotchi fera une apparition rapide dans le jeu Wario Land 3. Sans compter les peluches, voilà tous les objets Pokémon qui ont bercé mon enfance. Mais j'ai pu en oublier d'autres, alors n'hésitez pas à venir en parler dans les commentaires de la vidéo, vous allez peut-être me débloquer des souvenirs que j'avais oubliés. Des petites madeleines de Proust... la toupie McDo, je crois que j'avais le Togepi. Avec Pokémon, les exemples se comptent par centaines. Ouais. Mais j'aurais tendance à penser... C'est celui qui m'est venu en tête direct en fait quand je les ai vus. Qu'on partage tous avec Pokémon. Et je crois qu'elle existe encore dans nos affaires. Du premier générique de Pokémon. Elle est retrouvable chez mes parents, je crois. Est-ce que tu sais qui est le chanteur de Pokémon? Oui, on l'a vu il y a pas longtemps. Voilà, il avait des choses à voir. On l'a vu dans l'émission de... Enfin, quasiment fait. Il reste encore une petite étape. Je sais plus comment il s'appelle, le gars là, il est assez connu, ça fait longtemps qu'il est sur YouTube. Et en gros, avec son trio, il invite des gens et en fait, ils ont 1 minute pour découvrir quel est pourquoi cette personne est connue en fait.
Et lui, il est passé dedans il y a peu de temps. Touche au fond. Putain, ils ont invité plein de monde hein, pour cette vidéo. Le fond de l'iceberg. Yoshi. Une légende urbaine datant de 1999, tournant autour des premières versions de Pokémon, affirmait qu'il était possible de faire évoluer un mini Draco en Yoshi. Le magazine Expert Gamer de avril 99 avait justement publié un article expliquant comment obtenir dans le jeu Yoshi. Tout ceci était évidemment un poisson d'avril, mais si on creuse un petit peu, on peut découvrir un lien entre Pokémon et Yoshi. A l'origine, Shigeru Miyamoto souhaitait donner une monture à Mario. Yoshi est donc apparu pour la première fois dans Super Mario World en 1990. Par la suite, Nintendo a demandé à un nouveau studio de créer un jeu mettant en vedette Yoshi pour consolider sa présence dans l'univers de Mario. Le studio créa un jeu de puzzle sobrement appelé Mario et Yoshi. Le jeu sort sur NES et sur Game Boy en 1991. Et, je vous le donne dans le mille, ce studio était Game Freak, qui nous fera découvrir 5 ans après Pokémon sur Game Boy. Il a souvent été dit que le développement de Pokémon a duré 6 ans, donc la petite équipe de Game Freak a forcément dû travailler en même temps sur les débuts de Pokémon et sur le jeu puzzle de Yoshi. Trop marrant. Yoshi, cet animal fidèle à Mario, mignon, qui répète son nom pour parler, qui possède quelques attaques, qui peut rentrer dans une boule en se recroquevillant sur lui-même, qui pond des œufs très ressemblants aux œufs des Pokémon. Tout porte à croire que Yoshi est l'ancêtre des Pokémon, le prototype des Pokémon. Après Mario et Yoshi, Game Freak et Satoshi Tajiri ont développé pour Nintendo le jeu Mario et Wario, avec un gameplay similaire à la série des Mario vs Donkey Kong. Junichi Masuda, compositeur pour Pokémon, a aussi travaillé pour Mario et Wario, et on peut remarquer des similitudes entre la musique du monde 7 et la route 24 et 25 dans la première génération de jeux Pokémon. Ouais, bon. Abus, hein. Cette légende de Yoshi dans Pokémon est l'une des nombreuses rumeurs. La musique que j'en entends me fait plus rappeler à Zelda qu'à Yoshi. Hein. Tenir, enfoncer les boutons B et bas pendant la capture d'un Pokémon augmenterait nos chances de le capturer. C'est évidemment faux, ça aussi. C'est comme la rumeur qui disait que Mew était caché sous un camion. Là aussi, c'est une fausse rumeur des cours de récré. Un autre poisson d'avril, beaucoup moins connu, a aussi été fait en avril 99, mais cette fois-ci sur le site officiel de Nintendo directement. Ils ont publié un tutoriel expliquant comment capturer le 160e Pokémon du Pokédex, à savoir Luigi. Évidemment, au niveau 64, sûrement une allusion au nombre important de joueurs à cette époque essayant de débloquer Luigi dans Super Mario 64. L'évolution est un terme souvent utilisé dans Pokémon pour parler des différentes évolutions du Pokémon Evoli. Dans la région de Johto, on apprend que la ville de Rosalia a subi il y a environ 150 ans, avant le moment où se déroule le jeu, un terrible incendie. Par la suite, une averse aurait éteint l'incendie, sauvant les habitants de la ville des flammes. Mais 3 Pokémon seraient morts dans la tour cendrée. Ces 3 Pokémon furent finalement ressuscités par Ho-Oh, devenant alors le trio des fauves légendaires, Suicune, Raikou et Entei. Mais pourquoi ces 3 Pokémon légendaires auraient brûlé en même temps dans la tour? Pourquoi étaient-ils tous les 3 au même endroit, au même moment? Eh bien la théorie est la suivante. Entei, Raikou et Suicune n'ont jamais existé avant l'incendie de la tour cendrée. Et avant d'être ressuscités par Ho-Oh, Entei était un Pyroli, Raikou était un Voltali et Suicune était un Aquali. Et la présence de ces Pokémon dans cette ville est logique, puisque c'est dans cette même ville qu'on combat les 5 kimonos qui possèdent chacune une évolution. Une évolution? Ouais, évolution, c'est comme ça qu'on les appelle. Appelé Imakuni avec un point d'interrogation à la fin, est un musicien japonais excentrique qui a interprété de nombreuses musiques pour le dessin animé Pokémon. Ça j'aime pas. Imakuni s'est aussi beaucoup impliqué dans la promotion du jeu de cartes Pokémon, en illustrant et en étant représenté lui-même sur plusieurs cartes. Il apparaît aussi dans le jeu vidéo Pokémon Trading Card Game et dans le manga Pokémon. Comme je l'ai dit, il a illustré plusieurs cartes Pokémon. Vous pouvez toujours voir le nom des artistes dans un coin de la carte. En général, les cartes en lien avec Imakuni sont toujours un petit peu spéciales, elles sortent de l'ordinaire, que ce soit par leur style graphique ou leur humour. Après des apparitions dans le manga, dans le jeu vidéo, dans le jeu de cartes, il lui reste plus qu'à apparaître dans l'animé, et on pourra considérer qu'il fait officiellement partie du lore de Pokémon. Je me demande sincèrement si un jour ils sortiront une carte dresseur full art de Imakuni.